Vous êtes branchés sur la fréquence 9-3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9-3/4. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. Le professeur Trelawney a fait une étrange prophétie au chapitre précédent, affirmant que le serviteur du Seigneur des Ténèbres rejoindra son maître ce soir. Mais pour le moment, tout ce que l'on sait, ou ce que l'on croit savoir, c'est que le pauvre Bug vient d'être exécuté, tandis que Harry, Ron et Hermione retournent tristement à Poudlard. Mais les choses ont bien sûr encore plus mal tourné, et la vérité ne va pas tarder à éclater, car on rentre désormais dans le climax de ce 3e tome. Et dans ce nouveau chapitre, certains vieux amis et vieux ennemis vont finir par se retrouver. On vous retrouvera vous aussi dans la volière en fin de chapitre comme d'habitude. Et pour nous accompagner tout du long, on est heureux de recevoir et d'être accompagné de Jeff, un nouvel auditeur de la fréquence. Salut Jeff, comment ça va ? Salut Jérémy, salut Marina. Ça va super et vous ? Ça va Ça très va, bien. prêt à enregistrer. Nouvelle aventure. Merci de l'invitation en tout cas. Ça me fait plaisir d'être là, je suis trop content et impatient. Un peu stressé, intimidé aussi, mais... Ça va bien. Justement, c'est cool tu as raison d'être stressé, parce que comme d'habitude, on va te poser quelques petites questions. Et ça risque d'être des questions très difficiles, je plaisante. Non, on va te poser quelques questions sans piège. Si tu écoutes bien l'émission, tu es au courant de ces petites questions avant qu'on se plonge ensemble dans ce chapitre. Alors faites pivoter vos retourneurs de temps et rejoignez-nous dès maintenant à Poudlard. Harry Potter est le prisonnier d'Azkaban. Chapitre 17. Chat, rat et chien. Alors question classique, Jeff, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer quand et comment est-ce que tu as découvert notre podcast ? Alors c'était pendant le confinement, parce que je m'écoutais tous les livres audio de Harry Potter. Le premier, Et, l'original de confinement ? Oui, le premier, vraiment le tout premier qui a été, je pense, le plus long. Mars 2020. Et, Ouais. C'est ça, déjà. Et ouais, du coup, je faisais une recherche, je sais pas pourquoi, j'avais fini les livres audio, et j'ai tapé résumé Harry Potter, je crois, et je suis tombé sur vous, et j'ai écouté, et j'ai trouvé ça hyper original. J'ai trouvé ça trop bien de pouvoir parler d'Harry Potter, de tous les sujets, les petits détails que nous donnent les livres, et voilà, c'est comme ça que je vous écoute. Et je vous écoute depuis. Depuis 2 ans, du coup. Accompagnez mes nuits. Et tu as découvert avec l'appli Spotify ? Non, YouTube, parce que moi, YouTube. comme je suis de YouTube, oui. Oui, c'est grâce à YouTube. Ah, donc ça veut dire que le Ouais. référencement YouTube fonctionne à peu près. Ça On fait n'avait pas de plaisir. visibilité sur YouTube, mais ok. Ouais. Non, Ah non, ne vous inquiétez pas. Après, c'est vrai qu'on est sur YouTube, on fait assez peu d'écoute, je crois, sur YouTube, parce que c'est pas forcément la plateforme privilégiée pour écouter du podcast. Mais on a quelques vues quand Mais même. on a quelques vues. Quelques Ouais, auditeurs, bah, dont toi, qui utilisent YouTube pour nous écouter. Ouais. C'est ma plateforme à moi, donc... Et puis, il y a pas mal de gens qui, comme toi, je pense, nous ont découvert au confinement. Oui, de ce que j'ai entendu. Du coronavirus. Je crois que notre podcast était pas mal référencé. Je pense qu'il y avait peut-être une envie aussi, je sais pas, de se rassurer, un peu de peut-être se réfugier un peu aussi dans un univers un peu doudou comme celui d'Harry Potter. Est-ce qu'on peut dire merci le Covid ou pas ? C'est une mauvaise blague. On le dit tout bas. Et Jeff, sinon, est-ce que tu peux nous expliquer cette fois comment tu as découvert Harry Potter, en fait, tout simplement, et la place que ça prend dans ta vie d'aujourd'hui ? Ça prend, je pense, une grosse petite place, parce que j'ai découvert les Harry Potter, comme beaucoup, grâce aux films. Quand ils sont sortis, je l'ai vu au cinéma à Sète. Je sais pas si vous connaissez cette petite ville. Mhm. Et du coup, parce que mon père m'a fait découvrir beaucoup le cinéma, je suis cinéphile depuis, et j'ai découvert les Harry Potter, le premier Harry Potter, les premières images, c'était incroyable. Et après, j'ai découvert... en fait, comme j'ai des problèmes de vue et que je suis malvoyant, il y a Harry Potter et les reliques de la mort qui est sorti en 2007. Donc j'étais en 6e.
au collège et il y avait une espèce d'événement, je sais pas si vous avez ça au collège, une espèce d'événement où on allait à la bibliothèque, une grande bibliothèque. Bon, moi je suis originaire de Marseille à la base et du coup on a découvert c'était la sortie des reliques de la mort et du coup j'ai essayé de lire le livre, mais ce n'est que vraiment récemment depuis le confinement que j'ai pu m'écouter tous les livres audio d'Harry Potter parce qu'en fait à l'époque il n'y avait pas encore les livres audio qu'on a maintenant et du coup c'est comme ça que j'ai découvert parce que lire en fait c'était trop fatigant pour moi, ça prenait trop de temps et c'est pour ça quand j'ai vu quand les reliques de la mort partie 1 est arrivé, il y a beaucoup de choses que j'ai dit mais attends what, je ne comprends pas ce qui se passe, qu'est-ce que c'est ce petit bout de miroir là qui arrive. Ah oui. Et voilà. Parce que Oui, voilà, tu les vois, livres audio sont sortis combien de temps après les livres je saurais pas te dire. C'est vrai que C'est j'ai pas fait la récent, les livres recherche. audio? Je sais pas. Alors en fait, il y a les 3 premiers qui étaient disponibles à l'époque, si je dis pas de conneries, parce que tu en as parlé, Jérémy, à un moment, je sais plus son nom, le comédien qui a fait le livre audio. Ah ouais, il s'appelle Mais Bernard Giraudot, il a fait les 4 premiers. C'est ça, ouais, tu as raison, les 4 premiers, pardon. Et ensuite, c'est Dominique Collignon-Morin, ça je le connais parce que c'est un comédien de doublage assez connu. C'est lui qui prête sa voix dans Luke Skywalker, dans les premiers Star Wars. Il fait Léon le Caméléon dans Monstres et compagnie. C'est un très très bon comédien de doublage et il fait ça très drôle. C'est très drôle d'écouter en train de faire Monsieur Dursley et Pétunia. C'est vraiment... Enfin voilà, du coup ouais, il a fait le 5, 6 et 7. Et du coup, c'est arrivé plus tard par contre. C'est arrivé plus tard. Ouais, il y a eu un peu un gap entre les deux, ouais. Ouais, malheureusement. Parce que si Bernard Giraudot a pas continué, c'est qu'il est décédé malheureusement. Et donc je pense qu'il y a eu une petite phase de transition entre les deux. Même si j'ai plus réellement les dates exactes en tête. Mais Non, moi non plus, mais... effectivement, c'était pas linéaire. Et c'est dommage d'ailleurs parce que on en parlait sur le Discord récemment, puisqu'il y a ce projet où chaque semaine, chaque mercredi soir, on relit un chapitre, enfin quelqu'un, un volontaire relit le chapitre à voix haute et puis on en discute après ensemble dans un salon vocal. Et on avait évoqué récemment ce fait-là que c'est un petit peu dommage. Est-ce que ça ne revaudrait pas le coup qu'il y ait une réédition française des livres audio Harry Potter avec un seul narrateur et aussi avec, comment dire, en linéarisant l'univers en fait. C'est-à-dire que à l'époque de Bernard Giraudot, les noms n'étaient pas forcément officiels. Enfin, des fois, il a des prononciations un peu hasardeuses. Il le prononce à la québécoise, par exemple Dragon Malfoy, Hermione Granger, Professeur Quirrell. Après, je trouve que ça donne un peu son charme. Oui, ça a du Ça a charme. son charme. Ça a le charme De l'époque. pré-film. Ouais. Mais une fois que les films sont arrivés, ils ont un peu uniformisé, par exemple, la prononciation des personnages et des noms propres. Et ça pourrait être une des raisons aussi de rééditer le livre audio. Ouais, ça pourrait être faisable, mais moi je trouve que c'est pas dérangeant forcément, moi qui me suis tout écouté, parce que c'est vrai qu'ils sont amusés à peu près à interpréter les personnages de la même manière. Et ça, j'ai trouvé ça drôle parce que je me suis dit, est-ce qu'ils ont écouté ce qui a été fait avant et tout comment ils interprètent à chaque fois, comment ils ont cette idée du personnage, tu vois, pour faire le livre audio, le lire et l'interpréter, parce que c'est l'interprétation avant tout. Raconter une histoire, c'est vraiment un art particulier. Et puis, donc c'est vrai que moi, ça m'a pas dérangé après. Mais après, je comprends ce que tu veux dire par rapport aux petits accents et tout. Et les mots, prononciation, certains, c'est vrai que des personnages. Mais ça pourrait se faire. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Dans ta présentation, tu as glissé que tu étais doubleur, c'est ça? Comédien doubleur? Comédien doubleur, alors faut excuse-moi. pas dire doubleur. Pardon. Non, mais je t'explique pourquoi. Je vais expliquer aux auditeurs parce qu'en fait, doubleur, c'est le directeur du studio de doublage. D'accord, C'est pour ça qu'en fait, les comédiens disent non, nous, on n'est pas doubleur. Mais après, ils s'en foutent parce que ça a tellement pris une importance maintenant sur le net que du coup, ils font plus attention. Mais ouais, c'est vrai que nous, on est comédien à la base. Et du coup, oui, comédien. Je suis comédien de base, et comédien et chanteur, et actuellement étudiant dans une école de comédie musicale. Et
voilà, ouais, je fais Sacrée du casquette. doublage. Et du coup, en plus de ça, comme c'est pas suffisant, tu as lancé ta chaîne YouTube. Voilà, oui. ça Parce que fait un tu petit t'ennuyais un moment. peu quand même entre tout ça. C'est ça, je m'amusais à faire les voix Harry Potter, tous les personnages, et du coup, je me suis dit, tiens, je vais créer une chaîne où je fais ça, je fais des reprises. Mais à l'époque, enfin, je connaissais pas vraiment l'univers du doublage et tout, comme je le connais maintenant, et je savais pas trop ce que je faisais, en fait. C'est vrai que c'était un peu bizarre. Mais voilà, et aujourd'hui, on essaie de proposer de belles choses avec de la qualité. Et comment s'appelle ta chaîne YouTube, si les auditeurs veulent te retrouver? Alors, elle s'appelle Jeff-On. Voilà. Ok. Ouais. Alors, je crois que tu nous as donné une petite bande démo qu'on peut... Ouais, bah, lancer. carrément, ouais, parce qu'on a découvert ta chaîne suite à ta candidature. On a vraiment apprécié, on a trouvé ça hyper intéressant avec Marina. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas forcément ta chaîne YouTube. Tu nous as préparé une petite bande démo qu'on peut diffuser maintenant si tu le souhaites, pour donner une idée de ce que tu fais. Alors il y a le son, il n'y a pas l'image, mais il y a les deux sur ta chaîne YouTube, mais au moins ça donnera un aperçu. Ça donnera envie aux auditeurs, je pense, d'aller te retrouver sur YouTube. Ouais, J'espère. on écoute ça. Regarde, Buck est toujours vivant. Évidemment. Tu te rappelles ce que Dumbledore a dit? Si nous réussissons, plus d'un innocent aura la vie sauve. Harry, je n'ai pas pris le risque d'envoyer Edwige. Depuis la Coupe du Monde, le ministère intercepte de plus en plus de chouettes et de hiboux, et elle est trop reconnaissable. Il faut que nous parlions, Harry. Face à face. Retrouve-moi dans la salle commune de Gryffondor à 1h du matin dans la nuit de samedi à dimanche, et assure-toi que tu sois seul. Sirius. Oh. Un si beau garçon. Ne le touchez pas! Doloris! Doloris! Bravo, Harry. Tes parents seraient fiers de toi. En particulier, ta sale moldue de mère. Expelliarmus! Ne me tourne pas le dos, Harry Potter! Je veux que tu me regardes quand je te tuerai! Je veux voir s'éteindre la lumière dans tes yeux! Comme vous voulez. Expelliarmus! Donc voilà pour cette bande démo qui donne envie quand même de regarder un peu plus en détail sur ta chaîne C'est impressionnant. YouTube. Ouais, donc le principe c'est que tu redoubles, si on peut dire, certaines scènes Harry Potter, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, c'est des reprises de doublage. Voilà. Ouais. En sachant que par exemple là dans les extraits que tu as mis, c'est toi qui fais toutes les voix masculines. Alors Hermione, c'est pas toi, ça on peut Voldemort, facilement c'est pas moi. l'imaginer. Voldemort, Oui. c'est pas toi. Ah, ok, je me posais la question sur Voldemort. c'est pas moi. Non, Voldemort, c'est pas moi, c'est un ami, parce que du coup, c'est ça qui est génial, c'est qu'une fois que quand tu as une chaîne à toi, tu te rends compte qu'il y a d'autres personnes qui font comme toi, et tu leur dis, ah viens, on fait cette scène, on fait une collab ensemble et tout, et du coup, on fait ensemble du doublage, des reprises de doublage de chansons sur des films qu'on adore et tout, comme Harry Potter, et voilà, et c'est super de partager ça avec d'autres, et de partager en fait cette passion. Voilà. Et du coup, je viens de me souvenir que j'avais déjà essayé le doublage. Ah oui? C'était dans un... Grimoire et Chaudron. Ouais, Grimoire et Chaudron à Dijon. Il y avait les comédiens doubleurs des films. Je sais plus qui il y avait exactement. Il y avait, c'était les Animaux Fantastiques. Je crois que j'ai fait l'atelier avec le comédien qui doublait Dean Thomas. Oui, parce il aime bien animer ce genre d'atelier en salon. Donc, du coup, on avait l'occasion de doubler une scène. Donc, notamment, c'était la scène finale qui clôturait la saga, quand Harry emmène ses enfants sur le quai. Et je pensais, c'est super difficile. La synchro labiale. Alors, j'avais tenté de faire les voix. Déjà, faire les voix, c'est compliqué. Et puis, la synchro labiale, mais c'est très, très dur. Sur le moment, quand on est dans la scène, quand on enregistre, on dit... Ouais, ça va être pas mal. Et en fait, quand on regarde, on n'est pas du tout synchronisé avec les acteurs. C'est vraiment très, très dur et très pointu, en fait, comme exercice.
Mais j'avais adoré l'expérimenter. C'est super. Mais du coup, ouais, c'est vrai que ce métier, c'est hyper difficile et c'est une technique à apprendre. Et c'est vrai que nous, justement, on fait des reprises et ce n'est pas la même chose que faire un doublage comme tu l'as fait, justement, avec une bande rythmo un texte qui défile. C'est pas du tout la même chose. Mais aujourd'hui, sur YouTube, il y a beaucoup de bandes rythmo, notamment sur Harry Potter. Il y en a une sur la scène où il se retrouve pour parler de Harry qui va faire des cours pour l'AD. Et une super scène d'ailleurs dans le 5 et du coup il y a cette bande rythmo et ouais c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas la même chose que faire du doublage et une reprise de doublage, c'est pas la même chose. Ouais, c'est assez difficile et puis aussi j'avais peu conscience jusqu'à l'atelier du jeu aussi de comédiens des comédiens de doublage en fait. Bah Il oui, faut parce qu'il vraiment y en a jouer beaucoup. la scène aussi, avoir les intonations, être vraiment aussi dans la même émotion que les acteurs. Et c'est vraiment un exercice hyper complet. Et ben, surtout que ouais, il y en a beaucoup qui veulent faire ce métier, qui ouais, je veux faire du doublage, mais et beaucoup qui sont dans le métier qui répondent oui, mais avant tout, il faut que tu sois comédien, interprète. C'est comme les livres audio qu'on a parlé. Tu peux pas faire ça comme ça. Faut savoir incarner les personnages. Ouais, c'est ça, incarner les personnages. Ouais. Et par contre, dans l'extrait sonore que tu nous as donné et qu'on vient de diffuser, Sirius, c'était toi par contre. Tu fais à la fois Sirius, Harry c'est et moi. Sirius. Et je crois qu'il y a Ron qui apparaît à la fin, mais c'est pas toi par contre, Ron. C'est un ami. Ron, c'est pour moi. Donc C'est voilà. ça. Enfin bref, c'est vrai que c'est super intéressant à regarder. Ça donne presque envie d'essayer nous-mêmes, d'essayer de le faire pour voir la Moi, catastrophe que ça j'ai serait. essayé l'atelier, je peux te dire que je laisse ça à Jeff. Hein. Tu faisais quel personnage dans l'épilogue? Comment? Tu faisais quel personnage? Harry. Ah, tu faisais Harry, ouais. Ah ouais? Harry avec une voix un petit peu aiguë, du coup. Bah, non, j'essayais de... Je sais pas... Non, Oh, elle était dedans, là. Ça y est, elle était de Surtout, retour sur le quai de 9 3 Vous voulez, je peux vous raconter une anecdote. J'ai fait la scène la scène finale où Voldemort apparaît. Je l'ai pas mis dans les extraits, mais la scène de fin quand Voldemort apparaît devant Harry pour récupérer la pierre philosophale et le cri, vous savez, qu'il fait à la fin et tout ça. J'ai fait un enregistrement. Et quand j'ai fait mon enregistrement, j'étais dans un appartement studio et bref, les murs étaient très fins. J'ai Et mon peur de la voisin suite. qui commence. Ouais. Non, mais mon voisin qui fait mais c'est qui gueule comme ça, putain, c'est qui gueule. J'étais trop mal, j'étais trop mal, mais j'avais réussi ma prise. Donc c'est pas tout le monde qui peut avoir son petit endroit isolé pour faire ces petits doublages comme ça. Et juste, petite question, c'est très technique, je pense que j'espère que les auditeurs me pardonneront pour cette question. Comment ça se passe? Parce que par exemple, dans la scène là, du cimetière, il y a beaucoup d'effets sonores, il y a la musique dans le fond. Comment tu fais pour ça? Eh bien, parce que quand on fait nos petits doublages, on est aussi mixeur, donc on fait le mixage son. Et en fait, moi, on fait moi, je fais beaucoup ça. Et il y en a pas beaucoup qui aiment faire ça parce que ça prend du temps. Mais en gros, on fait ce que j'appelle une reproduction du son, notamment, ça s'appelle du sound design, si je dis pas de bêtises. Et en fait, tout simplement, tu prends les musiques du film qui sont. Tu repars de zéro, quoi. Tu t'inspires. Ouais, je repars de zéro, je fais le son, mais après, en fait. Quand tu récupères les films, on dira pas comment, mais quand tu récupères les films, quand on récupère le son, on arrive à récupérer une partie du son original. Mais des fois, on essaye de reproduire le son parce qu'il y a beaucoup trop d'écho. Par exemple, là, dans le cimetière, j'ai dû refaire un petit peu... j'ai dû faire un bon mixage, prendre la musique et certains bruitages et tout qu'on entend parce que du coup, pour avoir, en fait, tout simplement cet effet final que se dire « Ah ouais, c'est comme dans les films, ah ouais, on entend tout, quoi ». En fait, ah oui, c'est ça, voilà, j'arrivais pas à me rappeler le terme, mais en fait, dans le milieu, ce qu'on appelle ça s'appelle la VI, c'est-à-dire version internationale. Oui, c'est tout sauf le dialogue, quoi. C'est ça. Donc, on essaye de reproduire la VI pour que ce soit au plus propre, au mieux en termes de qualité. Ok, bah en tout cas, ça doit être un boulot monstre pour un extrait seulement.
Ouais, c'est clair. C'est vrai que ça prend du temps. Ça prend du temps, mais quand on est habitué, qu'on fait ça bien, et surtout quand c'est disponible sur YouTube, parce qu'il suffit de faire sound effect, voilà, machin. Et après, voilà, ça prend du temps, mais quand on est passionné et qu'on aime faire ça et qu'on se dit à la fin ça va rendre trop bien, voilà, et que ça va plaire, généralement il y a un très bon retour sur ça. Et d'ailleurs beaucoup de gens se posent, disent mais comment tu fais Magie. Petit secret magique. C'est la magie. C'est la magie, voilà. Alors pour en revenir au podcast et à la saga pure Harry Potter, je pense que tu as préparé cette question. Si tu devais choisir un livre, un film, un personnage et une maison de Poudlard. Oui. Alors, bon, clairement, le tome livre, c'est le 7, Les Reliques de la Mort. Je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais je pense que c'est parce que le trio se retrouve seul à ce moment-là, et il y a plein de choses qui se dénouent en termes de mystère, les Reliques de la Mort, les Horcruxes, bref, tout ça. Et ensuite, les films. Alors, je me suis posé la question. C'est vrai que moi, j'entends beaucoup dire sur le podcast que c'est le 3 qui est le préféré. C'est celui-là qui revient le plus. Qui revient, ouais. Moi, c'est mon deuxième, parce que je crois que mon préféré, c'est le 5. Parce que je trouve qu'il y a une espèce de mélange entre l'enfance et le passage adulte. Bien que dans le 4, c'est assez sombre ce qui se passe et tout quand même, mais justement il y a cette espèce de on est comme avec Harry, on a ce petit traumatisme de la mort de Cédric, et on fait face à la dureté de ce qui se prépare au sein du ministère, et ouais, je trouve qu'il y a quand même cette ambiance des premiers films, et en même temps de ce que les prochains films vont proposer dans le 6 notamment, et le 7, et ouais, je sais pas, mais après c'est vrai que le 3 est vraiment super et très apprécié. Je pense qu'il est complet, le 3, c'est pour ça qu'il fait autant consensus. Après, je comprends ton choix du 5, parce que moi c'est un film que j'aime beaucoup aussi, parce que je pense que c'est une très bonne adaptation. C'est-à-dire que le livre, il est immense, le film est assez court, étonnamment, et pourtant, le film est fluide, il passe très vite, mais il y a une espèce d'harmonie comme ça, où on est dans le train du film, contrairement à La Coupe de Feu, où je trouve que le film est complètement monté haché. On sent les coupures, on sent les cuts en fait dans le bouquin, alors que le 5 est étonnamment fluide en fait. Il y a un très beau travail, je trouve, d'écriture de scénario. Malheureusement, c'est le seul scénario qui n'a pas été écrit par Steve Close, qui a écrit tous les autres. Le 4, voilà. La Coupe de Feu, je pense que c'est enfin je m'avance peut-être, mais je pense que c'est le film le moins aimé des fans. Oui, ce que j'allais dire, moi. Et film. J'ai l'impression. Après, il y a une nostalgie quand même, j'ai l'impression. Il y a tellement de coupes par rapport au livre. Et elles se ressentent, ouais. Quand tu n'as pas lu le livre, est-ce que tu peux apprécier du coup le film ? Ou est-ce que tu sens qu'il manque des choses, qu'il te manque des explications pour tout comprendre ? Ouais, c'est vrai que c'est... Moi, je sais qu'à l'époque, enfin, j'avais pas lu les livres, et le 4, mais je le trouvais... Peut-être que je l'avais pas... Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre d'essayer de se rappeler les sensations qu'on avait à l'époque, mais je sais que moi, pendant un moment, ça n'a pas été mon préféré. Je me disais, c'est le pire parce que, je sais pas, il y avait un côté vraiment sombre et tout, c'était vraiment pas la même ambiance... Ils avaient les cheveux longs et tout. Qu'est-ce que c'est Après, le style je sais que c'est un film que pas mal de gens aiment, enfin des gens aiment aussi particulièrement parce que c'est peut-être le plus britannique en fait et le plus teenager, tu vois. Donc il y a une espèce de nostalgie pour le 4 aussi. Mais c'est vrai qu'après, avec du recul, ça va. Franchement, c'est pas le pire. Et même aujourd'hui, je ne saurais pas dire. Quel est mon Harry Potter que je déteste le plus, mais c'est vrai que je pense qu'il serait en bas de la liste si je devais vraiment faire une liste. Mais même au niveau livre, le livre c'est un sacré pavé, et en fait on passait du 3 qui est quand même assez light, enfin les 3 premiers étaient assez light, et je me souviens quand j'ai vu le 4e, moi j'étais super contente, je me suis dit cool, mais après ma première lecture j'étais là, je fais il est long quand même. Et moi, ça m'a jamais fait ça, moi. Ah ouais, moi, c'était jamais assez long. Ah ouais, La Coupe de Feu. Ah ouais. Et même là, maintenant, dans mes relectures, je fais bon, allez, le 4,
Bah, C'est moi, jamais j'ai- dans mon top en fait. J'ai de- ce truc-là, surtout lors du Phénix, parce que c'est le plus long. Tu te dis, ouais, je m'embarque quand même dans un truc de plus de 1000 pages, là. Bon, relecture, c'est parti. Eh ben, je Ouais. l'adore. Et ça passe à une vitesse folle. Ouais, mais le Ouais, c'est vrai. quatrième. Ah, le Après, quatrième plus que. En ouais. fait, le quatrième, c'est toutes ces histoires d'épreuves, en fait. Ça, je trouve ça un peu. Oui, un la peu long. compétition. La compétition. La ouais. compète. Ouais, mais même moi qui me suis réécouté les livres audio, ben là récemment je me suis réécouté le 4. Je sais pas, enfin ça me fait bizarre parce que tout ce qui est compétition, comment on appelle ça, Les tâches. oui voilà, merci, les tâches, je les trouve plus enfantins dans les livres, je sais pas pourquoi, Ouais, que dans le film c'est beaucoup plus, tu crains beaucoup plus, alors que dans les tâches tu te dis, ouais, il y a côté plus, je sais pas, plus aventurier et tout. Enfin, c'est plus soft. Ah je bah, trouve. le labyrinthe, Plus soft. clairement, hein, le labyrinthe, c'est un vrai labyrinthe dans le livre avec plein de créatures, plein de dangers à chaque recoin. Alors que dans le film, c'est un truc sombre avec de la brume, du vent et c'est tout quoi. Mais voilà. C'est pour ça que je parle d'adaptation. C'est vrai que la Coupe de Feu, je le trouve inférieur en termes d'adaptation. Après, il a d'autres qualités, mais Oui. voilà. Ouais. Je comprends ton choix du 5, notamment pour ça. Et sinon, si tu devais retenir un personnage, y Ah oui, un arriverais-tu? personnage. Harry quoi. Harry parce que Ah. j'ai tellement de j'ai Point tellement commun de voilà, merci, de points communs avec lui. Pendant longtemps, j'ai une petite anecdote sur ça, je sais pas si c'est bien de le dire, mais je devais faire ma carte de bus et la femme, elle voit ma photo, me fait ah mais c'est le jeune homme qui fait Harry Potter, hein, quoi? Ma mère a dit mais non non, c'est pas lui, j'aimerais bien que ce Ah oui, soit tu ressembles à ce Daniel point-là à Daniel Radcliffe. Radcliffe. Ouais, elle me disait, non, mais petit, elle me disait, la dame, elle était persuadée que je ressemblais, parce que j'étais à lunettes, j'étais petit, bras, à lunettes. Moi, j'avais pas les yeux verts, Eh contrairement oui, à Daniel maintenant Radcliffe, il est de Marseille. Voilà, c'est ça, il vient de Marseille. Cet accent Marseille, Avec Harry, ça- c'est Jeff, hein. Non. Mais c'est vrai, et puis j'ai une cicatrice aussi, mais pas au niveau du front, au niveau, au niveau des sourcils. D'accord. Parce que Ah oui, quand même, je- c'est pas très loin. Ouais, c'est pas très loin, on m'a fait des points de suture, mais j'ai une belle petite cicatrice et puis ouais, je m'en reconnais pas mal au niveau de la personnalité et tout, et ouais, Harry, mais après j'ai Sirius comme deuxième personnage préféré, et Ah bah ça Mais tombe bien Harry, sur ce ouais. chapitre. ah oui, bah oui, du coup. Mais moi, moi aussi, je sais pas si c'est le côté un peu garçon brun, mais souvent quand je disais petit, j'adore Harry Potter, et bah souvent la réaction c'était ah bah en plus tu lui ressembles. Alors que tu ressemblais Ouais, c'est pas ça. du tout. C'est ça, mais c'est trop ça. Mais on C'est trop ça. m'avait fait la même réflexion On me le pour fait Hermione. toujours. Moi, on me le fait toujours. Mais Moi, je me rappelle ouais, les pour amis de Hermione. mes parents et tout. C'est ah bah elle adore Harry Potter. Ah bah en plus on dirait Hermione ou on dirait la petite là, qui est hyper intelligente là dans les films. Je ressemblais pas du tout à Hermione. Bah, en plus, on dirait la tante Marge, c'est fou ça. J'avais Oh, on juste dirait, peut-être les mêmes cheveux, mais non, je ressemblais pas à Emma T'ima- Watson. J'aurais aimé. T'imagines, on te dit tu ressembles à Dudley. Ah, c'est ça, oui. Ah le petit qui a une queue de cochon au début du film Le petit là. blond, là, ouais. Non mais je pense que ça c'était les adultes à l'époque. Oui, oui. Parce que je suis désolée, mais j'ai vu tes photos d'enfance, tu ressemblais pas à Harry Potter. Plutôt à queue de verre. Tu ressembles à Code Ah, ouais, tête de rat. Ouais. Tu ressembles à Rogue. Ah, vous aussi, les garçons qui avaient vécu une puberté un peu compliquée, les têtes de rat, on connaît. Hein. et sinon, Jeff, si ta maison à Poudlard. Ah oui, ma maison. Bah, Gryffondor. Gryffondor. Eh ben, Ouais. 2 points en commun avec Marina. Hein. Adorateur de Harry Potter, enfin de Harry, Adore un peu. Et, J'aime le personnage Harry. de la maison Gryffondor. Ouais. Les best. Ouais. Vive Gryffondor. Bon, je vais essayer de représenter quand même dignement Serdaigle encore sur cet épisode. J'ai la chance d'être accompagnée quand même par 2 Daniel Radcliffe. Le Daniel Radcliffe marseillais et l'autre normand. Oui, je suis chaud. Je te dirais. Mais avec une tête de rat. Non, maintenant, je suis un immigré marseillais. Je suis dans le Nord maintenant. Ah bah du Ah. Nord. Allez, de Harry Potter du Nord.
Harry Potter, non, ça Harry. Ça marche pas. Bon, en tout cas, merci. Danny Boone sort de ce corps. Ouais, c'est ça. Merci Jeff pour toutes ces infos. Je pense que on te connaît un peu mieux maintenant, les auditeurs aussi. On connaît maintenant où tu as ta petite cicatrice, donc on te connaît mieux. Bah, attends, ça se trouve, il en a d'autres. Il nous en a pas parlé. Hein. Et donc, tu vas nous accompagner tout au long de ce chapitre et jusqu'à la volière. Est-ce que tout le monde est prêt, justement, à plonger dans la suite du prisonnier d'Azkaban? Widzi est prête, apparemment. Widzi est beaucoup trop prête. Ouais. Moi aussi. Let's go. Alors, on y va. Alors, après avoir entendu la hache s'abattre, Harry, Ron et Hermione sont sous le choc, toujours camouflés par la cape d'invisibilité. Lorsqu'il entend un cri de Hagrid, Harry s'apprête à faire marche arrière pour le rejoindre, mais Ron et Hermione le lui empêchent pour éviter les ennuis. Alors, j'ai noté, il y a cette très belle phrase descriptive dans le texte, je cite « Les ultimes rayons du soleil couchant projetaient une lumière sanglante sur les ombres qui s'étiraient à terre. » Je trouve ça très beau, c'est très graphique. Moi, il y a un petit détail qui me frappe, je sais pas si je peux en parler, mais vous le verrez peut-être dans les prochains chapitres. C'est là, elle parle du son de la hache qu'on entend, et je crois que quand ils reviennent dans le temps, ben, elle ne met pas ce détail. On entend Hagrid qui pleure, mais on ne sait pas pourquoi il pleure, parce qu'ils sont trop loin. Mais on n'entend pas le bruit de la hache, alors comparé au film, on a plus ce détail. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous le verrez peut-être plus tard dans les prochains chapitres. Ouais, je me souviens que dans le film, ils ont résolu un peu ce problème avec les citrouilles, en fait, parce que finalement, le bourreau, il tape un coup, enfin, il détruit une citrouille et le son qu'on avait cru être le coup de Buck, en fait, c'est la citrouille qui a explosé. C'est ça, mais je sais pas si elle le dit dans le livre. Enfin, quand j'ai écouté le livre audio, je l'ai pas entendu, mais peut-être que j'ai pas fait bien attention. Et ben là, je t'avoue que je ne sais plus. Mais en tout cas, même si on n'a pas le détail, ce qui est sûr, c'est que le temps se répète, en fait. Donc, en fait, ce qui s'est passé, enfin, il a mis sa hache quelque part, ou alors ils ont cru entendre une hache, mais c'était pas la hache. Enfin, voilà, quoi. C'est un peu le paradoxe temporel ici. Ben c'est justement de savoir, est-ce que c'est la même chose qui se passe, ou il y a quelque chose qui a été modifié. En fait, c'était dans ce sens-là que je me disais, tiens, dans le livre... Ouais. Tu vois, en théorie, je pense pas qu'il y ait de modification. En tout cas, le film est très clair là-dessus, l'adaptation cinématographique est très claire là-dessus. Ah oui, dans le livre, je pense faudra aussi. vérifier. Ouais, à vérifier, mais je pense aussi. Alors, les trois amis continuent leur chemin en direction de Poudlard, mais Ron a de plus en plus de mal avec Croutard qui s'agite dans tous les sens. Et il ne tarde pas à comprendre pourquoi les yeux jaunes de Patenron s'approchent d'eux dans l'obscurité. Hermione tente discrètement de faire fuir son chat, mais c'est trop tard. Le rat s'enfuit, aussitôt poursuivi par Patenron et Ron, qui quittent la cape d'invisibilité. Harry et Hermione, ils sont obligés d'en faire autant pour se mettre à sa poursuite. Et bientôt, dans leur course, ils percutent Ron qui est à terre et qui a finalement réussi à récupérer son rat des griffes de Patenron. Alors, je me suis demandé à ce moment-là ce que doit se dire Patenron quand il voit Croutard avec Ron. Parce que je pense que ça fait quelques temps qu'ils le cherchent et ils sont là. Ah, ça y est, là, voilà, le petit coquin, là. Je crois qu'il a l'ordre de... Est-ce qu'il a le droit de le manger ou il a l'ordre de le ramener? Je pense qu'il doit le ramener. Hein. Je Après, sais pas si Sirius lui donne un ordre, mais je pense que... Enfin, une mission, plutôt. Ouais, je pense qu'ils se disent, si on le voit, pour de mettre la vérité, supercherie au jeu. Voilà, pour que Sirius soit innocenté. Je pense qu'il veut surtout le récupérer pour que Sirius puisse lui-même accomplir sa vengeance. Oui, ou alors que... Oui, c'est plus ça, ouais, limite. Plus je que... pense. Voilà, que Sirius finisse par le tuer, quoi. Ce Oui, qui serait pas très malin de sa part. Mais bon. Ouais. En reprenant son souffle, Hermione demande à Ron de revenir sous la cape parce qu'il pourrait être surpris à tout moment par Dumbledore ou le ministre. Mais avant que Ron puisse faire quoi que ce soit, un énorme chien noir court dans leur direction et fait tomber violemment Harry à terre. Puis il s'attaque ensuite à Ron en enfonçant ses crocs dans un de ses bras avant de l'emporter avec lui malgré les tentatives de Harry pour que la bête lâche prise. Puis soudainement, Harry et Hermione se font violemment percuter par autre chose encore et ils finissent à terre. Le visage en sang, Harry
illumine sa baguette d'un lumos et il se rend compte que leur course les a conduits au pied du Saulcogneur où Ron disparaît dans les racines, toujours traîné par l'énorme chien noir. Alors Ron, il essaie de se retenir à une racine avec son pied, mais sous la force de la créature, sa jambe craque et Ron disparaît complètement. Un peu dur là, tu vois, j'ai eu un peu mal pour Ron encore en relisant le chapitre. Ouais, ça doit faire très très mal. Je crois qu'il y a le narrateur dit un craquement sinistre ou quelque chose comme ça, enfin un truc qui fait... Qui laisse rien présager de bon pour la jambe. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, il se fait tirer par la jambe, c'est ça? Alors non, il se fait tirer par le bras, mais il essaie de se retenir à une racine avec la jambe. Ouais. Alors dans le film, je crois que le chien, il s'attaque à la jambe directement. Oui, c'est ça. C'est pour ça que... Mais ouais, c'était bien le bras. Ça doit faire mal quand même, le bras aussi. Hein. Bah, d'un côté, il est mordu au bras, et d'un autre, il casse sa jambe en essayant de se retenir. C'est pas un super moment pour Ron, ça, on peut le dire. Non, le pauvre. Hermione, elle aussi en sang et en panique, dit à Harry qu'il faut aller chercher de l'aide, mais Harry répond qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils doivent eux aussi trouver un moyen de passer par le trou au pied de l'arbre pour secourir Ron. Mais cela semble être une mission impossible, jusqu'au moment où Patenron se rapproche délicatement du tronc, tac 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 tac, puis il appuie sur le nœud d'une racine à la base du tronc, ce qui a pour effet d'immobiliser immédiatement le Saulcogneur. J'imagine bien la Patenron. Bah ouais, les losers, c'est comme ça que ça marche. T'appuies, pouf, c'est bon. The best, hein, Patenron quand même. Hein. Là, à ce moment-là... J'avoue, il est exceptionnel. Qui est ce chat, en fait? Qui est ce chat? On se demande à ce moment-là. On se dit, mais attends, qu'est-ce qu'il sait au niveau des maraudeurs et tout? Parce que, enfin, c'est censé que être les maraudeurs qui sont censés savoir comment... Non? Pour la racine, arrêter le... Oui, c'est ça, mais je pense que c'est Sirius qui lui a montré. Clairement, Sirius lui a expliqué comment faire. T'imagines, il se voit, alors tu as vu, ça se fait comme ça. Ah ouais, c'est génial. Mais après, on l'a C'est vraiment un chat d'exception, parce que moi, je suis pas sûre que si on montrait à Weasley et Sirius, justement Sirius, notre chat, comment faire, je suis pas sûre qu'il réussisse à le faire. Mais c'est ça, mais est-ce que c'est vraiment un chat? C'est qui en fait? Parce que alors, on sait que c'est un mi-flaireur. C'est-à-dire que c'est pas totalement un chat persan. Et c'est pas totalement non plus une créature fantastique. C'est un mélange, c'est un croisement entre les deux. Ce qui fait que je pense qu'il a les habiletés intellectuelles. Habilité magique un peu. Ouais, habilité magique et intellectuelle d'un flaireur. Et en même temps, il a l'apparence d'un chat persan classique. Ce qui fait que, effectivement, il est impressionnant. Alors, la plus choquée, bien entendu, c'est Hermione elle-même, la maîtresse du chat. Elle reste bouche bée. Et Harry lui explique que c'est sans doute parce que Patenron est ami avec le chien noir. Rappelez-vous, il les a déjà surpris les deux ensemble quand il se réveillait l'autre nuit et qu'il regardait par la fenêtre du dortoir et il avait vu Patenron et un chien noir. Donc Harry fait le rapprochement ici. Sans perdre de temps, Harry et Hermione suivent le chat qui s'est déjà engouffré dans le passage. Tous trois se retrouvent bientôt dans un tunnel. Alors, il n'y a pas de spoiler, hein, évidemment. Comme on le sait, c'est un passage secret qui va mener vers la cabane hurlante et qui a été mis en place pour Lupin quand il se transformait les nuits de pleine lune. Mais par contre, je me suis déjà demandé si la cabane hurlante, si elle avait elle aussi été créée spécialement pour lui. Ou est-ce que cette cabane hurlante, elle a déjà une histoire en fait avant Lupin? Parce que si elle a été créée pour Lupin, cette cabane, ça veut dire que la maison est assez récente. Elle a été construite 20 ans plus tôt, en fait, dans les années 70, ce qui est, à mon avis, assez récent pour Préolard, qui doit être un vieux village sorcier. Je sais pas si vous avez une idée là-dessus. Tu penses que Dumbledore aurait fait construire la cabane pour Lupin? Je ne sais pas. En fait, à la fois, je me dis, c'est quand même bizarre, une maison abandonnée. Enfin... Je sais pas comment dire. En fait, ça me paraît bizarre qu'il y ait une réputation de maison hantée dans tout le village si c'est une maison qui a à peine 20 ans. Mais en même temps, on entendait les cris de Lupin, etc. Bah oui. Oui, c'est ça, c'est pour ça, en fait. Parce qu'il le dit dans le prochain chapitre qu'en fait, la réputation s'est fait parce qu'il entendait ses cris. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et moi, je pense, ce perso, que en fait, c'est juste que c'était une cabane abandonnée. Et que je pense pas qu'elle a été construite pour Lupin. Ouais, je pense c'était juste un endroit abandonné et qu'après la réputation s'est fait par rapport à Lupin, par rapport à ses cris.
Dans tous les villages, en vrai, dans la réalité, il y a toujours des petites maisons abandonnées, des choses comme ça. Et là, je pense que c'était le cas. Et puis après, à cause de Lupin, elle a eu cette réputation-là. Ouais, ça me paraît plus cohérent parce que si ça a été... Ou alors, il l'a construit, mais comme déjà une espèce de maison hantée. Parce qu'on a ce truc un peu, alors, cabane hurlante hantée, on n'imagine pas une habitation neuve, en fait. Et j'ai pas l'impression qu'elle est décrite comme ça non plus. Elle est laissée à l'abandon, etc. Bon, 20 ans, c'est déjà pas mal, mais ouais, je serais assez d'accord pour dire que c'est peut-être une cabane qui était déjà préexistante. Bah après, c'est peut-être possible, hein, parce que vu qu'il a déjà construit le tunnel, ouais, c'est vrai. À ce moment-là, allons-y, hein, créons une cabane. Alors, Harry explique à Hermione que, d'après Fred et George, c'est un passage condamné, et d'ailleurs, la carte du maraudeur ne montre pas jusqu'où il va, même si Harry soupçonne que ça va jusqu'à Préolard. Et il a raison, il va avoir raison. Harry et Hermione continuent tant bien que mal à suivre pattes en rond dans le tunnel escarpé, la peur au ventre en s'imaginant ce qu'avait bien pu arriver à Ron. Après un long chemin, le tunnel remonte et débouche dans une pièce sale et chaotique où tous les meubles sont fracassés. En s'engouffrant dans la pièce, Hermione alarme Harry, l'air terrifié. Elle pense qu'il s'agit de la cabane hurlante, justement. Elle pense qu'ils sont dans la cabane hurlante. Mais Harry est sceptique sur le côté hanté du lieu s'il s'agit bien de cette fameuse cabane, parce qu'il fait remarquer que les fantômes sont incapables de casser des objets comme ça. Et là, je me suis dit, c'est un peu bizarre cette réplique de Harry quand même, parce que s'il s'agit de poltergeist, et pas de fantôme, on le voit bien que Peeves, il est capable de casser des trucs à Poudlard. C'est nuisant, oui. Bah oui. Donc limite, moi j'ai plus peur de Peeves que des fantômes. Donc quand Harry dit, mais non, c'est pas des fantômes, tu vois bien, tous les meubles sont cassés, c'est pas des fantômes. Bah ouais, mais c'est peut-être des poltergeists, et dans ce cas-là, c'est encore pire, Harry. Après, généralement, des poltergeists nuisent à des personnes et pas à des lieux, j'ai l'impression, à des lieux abandonnés. Après, tu peux te dire, ça se trouve, il a nuit, c'est un poltergeist qui a nuit à des gens qui étaient là, et c'est pour ça que le lieu est destroy. Enfin, dans tous les cas, ça serait pas très rassurant, tu vois, je serais pas là en mode, chill Hermione, y a pas de fantôme là-dedans. Ce serait pas mon mood, je pense. Ouais, mais bon, je suis pas Gryffondor, je suis pas comme vous là. Je suis pas Gryffondor, moi. Je suis pas une tête brûlée. Un craquement se fait entendre au premier étage et Hermione saisit violemment le bras de Harry. Le plus discrètement possible, il marche dans un couloir sombre, puis il monte un escalier délabré. Arrivé sur le palier, Harry et Hermione éteignent leur baguette et ils tendent l'oreille. Alors je trouve que là, en relisant le chapitre, dans ces passages-là, ça m'a rappelé le 3e film, justement. Et je sais pas vous, mais je trouve que c'est un passage qui est super bien fait dans le 3e film, et notamment au niveau du décor de cette cabane hurlante. J'adore ce décor dans le film. Je sais pas si vous êtes d'accord, si c'est un passage que vous aimez. Carrément. Et même, je pensais que tu allais dire qu'il y a ce plan où on voit les pas, parce que je sais pas si on en est là, mais les pas du chien qui petit à petit devient un homme. Il y a ce plan, tu sais, comme ça. Génial. Et c'est pas dans le livre. Enfin, là, c'est pas dit dans le livre. Et je trouve que c'est un détail encore plus. C'est trop bien, quoi. Oui, dans le livre, ce qui est dit, c'est simplement que quand il monte les escaliers, il voit qu'un corps a été traîné au vu de la poussière, en fait, dans l'escalier. Mais par contre, ce côté, oui, les traces de pattes de chien qui se transforment en pas humains, ça, c'est une invention des films. Puis toujours avec cette caméra d'Alfonso Cuarón qui est en perpétuel mouvement, en fait, qui accompagne le regard du spectateur. Enfin, c'est vraiment une super réalisation, ce film. Faut dire ce qui est. Et puis, au niveau du décor aussi, ce que j'avais déjà vu dans des images making-of, on a l'impression dans le film que la cabane, elle est tout le temps en train de tanguer. Je sais pas si vous avez cette impression-là. Oui. Et même au niveau du son, ils ont travaillé le craquement du bois. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que la cabane, le décor, bouge réellement. C'est-à-dire qu'il est posé sur vérin. Ouais. Et en fait, la cabane, en fait, bougeait tout le temps. En fait, il y a allé de droite à gauche comme ça. Et les acteurs essayaient de trouver leur équilibre. Enfin, il y a cet aspect où un peu mouvant, un peu vivant aussi. Hein. La cabane est comme un personnage. Bref, c'est vraiment, vraiment très très bien adapté dans le film, je trouve. Ouais. Derrière la porte, ils entendent un gémissement et un ronronnement. Ils se regardent, puis ils décident de se mettre à l'action. Harry donne un grand coup de pied dans la porte entrouverte et tous deux lèvent leur baguette prêts à attaquer.
Alors le ronronnement, c'est bien sûr celui de Patron qui vit sa meilleure vie allongé tranquillement dans un lit à baldaquin. Tel un chat, quoi. Tel un chat, ouais. Peu importe ce qu'il arrive, un chat, il est toujours chill. Harry et Hermione, ils sont en full panique et lui, il est là. Et à côté se trouve Ron qui tient sa jambe cassée. Harry et Hermione se précipitent sur lui et ils lui demandent où se trouve le chien. Mais Ron, qui peine à parler à cause de la douleur, parvient à leur dire que ce n'est pas un chien, c'est un piège, c'est lui, c'est un animagus. Ron fixe quelque chose dans le dos de Harry et Hermione. Il s'agit d'un homme à l'aspect sale et cadavérique qui se cache dans l'ombre de la porte qu'il referme en claquant. Il a la peau blanche, son visage est comme une tête de mort et il sourit en dévoilant ses dents jaunes. Ron a raison, c'était un piège. Il s'agit en effet de... Sirius Black, qui n'hésite pas à désarmer Harry et Hermione. Il se doutait bien qu'Harry viendrait en aide à Ron. James aurait fait pareil après tout. L'allusion de Black à son père donne à Harry une envie féroce de violence envers cet homme. Si ses amis n'avaient pas été là, Harry aurait foncé sur Sirius. Sur le ton du défi, Ron s'adresse à Black en lui disant qu'il faudra les tuer tous les deux si jamais il voulait toucher à un cheveu d'Harry. Mais Sirius n'a pas le comportement escompté. À la place de s'énerver, il demande sur un ton assez doux à Ron de s'allonger pour prendre soin de sa jambe. Ron réitère ses paroles, mais Sirius lui répond que ce soir, il n'y aura qu'un seul meurtre. Le fait que Sirius dise il n'y aura qu'un seul meurtre ce soir, c'est un peu le côté un peu cheaté quand même de toute cette seconde partie de chapitre où en fait on dit les choses sans les dire pour que le suspense continue, parce qu'il pourrait très bien le dire tout de suite, il pourrait très bien faire la révélation. C'est ça. Mais c'est assez marrant quand même. C'est vrai qu'on peine à dire mais Sirius, qu'est-ce que tu fais là? Dis-lui. Il pourrait très bien dire c'était pas moi le gardien du secret, c'est Pettigrew, c'est Croutard, voilà. Et puis en plus il a vécu tout seul durant 12 ans dans une prison qui l'a rendu à moitié fou. Et là, il fait des suspens, il tease en fait le moment alors qu'il a attendu 12 fucking années, quoi. Il a le sens du spectacle. Voilà, c'est ça. Il faut mettre en scène la vengeance. Harry répond que pourtant, il y a bien des années, il n'a pas eu d'état d'âme à tuer des dizaines de moldus. Alors, moi je dis ça chill, mais Harry, faut le visualiser dans ce moment-là où c'est Harry qui hurle, je pense. Harry hurle dans cette scène-là. Ses amis tentent de le calmer, sans succès. Mais pour Harry, après tout, cet homme avait tué ses parents. À ce moment-là, Harry oublie qu'il n'est qu'un ado en face de Sirius Black. Il se jette alors sur lui pour lui donner le plus de coups possible. Il veut lui faire mal. Sirius réussit alors à gripper avec sa main libre la gorge d'Harry. Il avait attendu si longtemps pour ça. Même là, le narrateur se joue de la situation. Il y a la scène, beaucoup. Il y a donc Black qui a la main sur les baguettes, il a la main libre sur la gorge d'Harry. Et même le narrateur se joue de nous, en fait, quand on n'a pas encore découvert la vérité. Non, pas maintenant, pas comme ça. Il a attendu si longtemps pour mettre son plan. Et à ce moment-là, est-ce que vous aussi, vous étiez encore persuadé que Sirius Black était innocent, enfin, était coupable? À la première lecture ou au premier visionnage du film? Ouais. Jeff, tu te souviens? Ouais, je pense, mais... Ça a bien fonctionné tout le... Ouais, je pense. Mais parce qu'on est tellement dans... Moi, j'étais en train de me poser qu'est-ce que vous éprouveriez par rapport au sentiment de Harry quand vous vous retrouvez face à la personne qui est responsable de la mort de qu'est-ce que vous auriez fait? Voilà, c'était ça ma question. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Harry? Est-ce que vous auriez fait comme lui? Vous lui auriez sauté dessus en mode je vais te tuer, ou comment vous auriez réagi? Parce que je trouve ça hyper fort comme moment en fait. Dans ce genre de situation, qu'est-ce que tu fais, quoi? Ouais, j'ai presque envie de dire c'est impossible à répondre, parce que ça fait partie de ce genre de situation où tant qu'on ne les vit pas, on ne sait pas en fait, j'imagine. C'est-à-dire que la soif de vengeance et de haine doit être si fort. C'est des moments que tu peux pas forcément anticiper psychologiquement. En même temps, t'es partagé entre tes pulsions de violence pour te venger par toi-même, et le fait, maintenant, il faut que je livre aux autorités pour qu'il ait un procès à nouveau, pour qu'il soit à nouveau en prison. Je pense que t'es déchiré par ces deux émotions. Par contre, oui, t'as raison, Jeff, c'est un moment crucial, parce que Harry tout à l'heure, va vraiment se retrouver un peu dépassé par la situation et par ses propres actions.
parce qu'il se retrouve baguette à la main en disant je vais te tuer, et en fait il se rend compte qu'il est incapable de tuer. Et que c'est pas si facile. il va se rendre compte ça de lui-même. Et ça, c'est la force de Harry, je trouve. C'est justement, enfin, peut-être que nous dit JK à travers ça, c'est que des fois, on a ce genre d'envie, mais qu'au final, on est fidèle à ce qu'on est, à notre nature, parce que on n'est pas comme ça, on n'est pas pire que la personne auquel on a eu le plus, quoi. On ne ressemble pas à cette personne, on ne sera jamais comme cette personne. En tout cas, faut tenter toujours d'être de meilleures personnes que celles qu'on est, en fait. Faut pas se rabaisser. Non, c'est ça. Et en tout cas, Harry y parvient naturellement. Mais sinon, pour répondre à ta question initiale, Marina, moi je me souviens plus si vraiment à ma première lecture, mon ressenti par rapport à Sirius. Par contre, je me souviendrai toujours, je pense, de mon souvenir de Pettigrew Croutard, quoi. Pour moi, c'est le plus grand twist de la littérature. Enfin, c'est le plus grand twist que j'ai vécu en livre. Vraiment, c'était tellement dingue comme révélation. En plus, ça va finir ce chapitre. Enfin, là, c'est le page turner dans toute sa splendeur. Tu ne peux pas lire ce chapitre, le finir, et puis dire je lirai le suivant plus tard. Impossible, tellement que le twist à la fin est énorme. Donc moi, c'est plus ma mâchoire qui est restée comme ça pendante à la fin du chapitre. C'est ça dont je me souviens. Et puis surtout aussi le fait que Sirius, en fait, il est totalement innocent. En fait, c'est pas du tout un meurtrier. C'est genre, pendant tout ce tome, tu es là. Putain, il y a encore quelqu'un qui en veut à Harry. Il y a quelqu'un encore qui veut le tuer. Ah ben non. Ah, c'est un roller coaster. De toute façon, ce climax du tome 3, c'est un roller coaster des émotions, des révélations. Il y a un climax qui dure en fait. Ouais, qui dure. Avec le retour dans le temps et tout, c'est exceptionnel. Quelle histoire. Ah ouais. Alors du coup, là, on s'était arrêté à la scène où Sirius tient par sa main libre la gorge de Harry pour le repousser. Hermione décoche alors un coup de pied qui fait relâcher l'étreinte de Sirius. Ron, lui, en profite pour se jeter sur la main de Black qui retient toutes les baguettes. Harry voit alors la sienne rouler sur le sol, mais avant d'avoir eu le temps de l'attraper, Patenron plante ses griffes dans le bras d'Harry puis se jette sur la baguette. Ah là, Patenron est là, on se dit mais pourquoi Patenron est de ce côté? Après avoir décoché un... Alors... Ah oui, alors ça, à la relecture, je me suis dit Marina va mal le prendre. Harry, on va pas être d'accord. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui. Bon, donc à faire, hein. On va tuer le chat aussi. Hein. Là, pour l'instant, il en est au coup de pied, là. Il réussit à attraper sa baguette. Oui, il envoie valdaguer. Ouais, c'est ça. J'ai eu tellement mal aussi quand j'ai relu. S'ils avaient gardé ça dans le film, ils auraient utilisé le son qui est utilisé dans tous les films pour ce genre de truc. Donc du coup, Harry réussit à attraper sa baguette après avoir bolos Patenron. Et Hermione, elle réussit à récupérer sa baguette ainsi que celle de Ron. Et là, du coup, Sirius, il est cerné. Mais que va-t-il se passer ensuite? Est-ce qu'il va le tuer? Demande Black. Après tout, pour Harry, Black a tué ses parents. Et en plus, il ne le nie même pas, même s'il prétend qu'il ne connaît pas toute l'histoire. Harry, lui, est persuadé d'avoir toutes les infos en main pour savoir qui il a devant lui. Mais avant d'avoir le temps de faire autre chose, Patenron vient se poser sur la poitrine de Black et a bien décidé à rester sur lui pour le protéger. Harry se fait la réflexion que s'il doit tuer Patenron pour tuer Sirius, eh bien, soit. Après tout, le chat est de mèche. Harry! Mais pareil, je pense pas qu'il est capable de tuer un chat. Non, non. En fait, il le pense, mais il le ferait jamais. Si vous en êtes capable, vous êtes des psychopathes. Cette petite réflexion quand même. Bon, tant qu'à faire. Mais c'est vrai que putain, on déteste un peu Sirius à la lecture quand il dit je reconnais avoir tué tes parents. T'es là, mais non. Oui, alors ça c'est pas. Là ils vont. Se sent coupable. Et oui, ils se sentent coupables, mais ça va un peu loin. C'est un peu comme Dobby dans La Chambre des Secrets qui dit que ça n'a rien à voir avec celui dont on ne doit pas prononcer les noms. Ouais, c'est ça. Parce qu'il s'appelait Tom Jedusor et qu'il n'était pas celui dont on. Bon, c'est un peu J.K. Rowling qui se moque un peu de ça, nous. Quoi. Voilà, mais bon. C'est ça. Mais la décision de tuer Black et Patenron en même temps n'est pas si facile, puisque de longues minutes se passent sans qu'Harry esquisse le moindre sort. Puis d'un coup, des pas précipités se font entendre. Hermione hurle pour indiquer leur présence et celle de Black. La porte s'ouvre alors à la volée dans une pluie d'étincelles sur le professeur Lupin. Lupin découvre alors la scène qui se déroule devant lui d'un teint livide. Ron, allongé sur le lit avec sa jambe blessée,
Hermione recroquevillée près de la porte, et Harry qui menace avec sa baguette Sirius Black ensanglanté. Un beau tableau, quoi. Ouais, c'est clair. Que s'est-il passé? Je perds 2 secondes et c'est c'est l'as-bol vrai. là-dedans. C'est alors que Lupin prend l'étonnante décision de désarmer les jeunes sorciers. Il demande alors à Black « Où est-il, Sirius ?» Lentement, Sirius désigne Ron. Mais de qui parle-t-il? Lupin baisse alors sa baguette et aide Sirius à se relever avant de l'étreindre. Et là, j'ai raccourci un peu parce qu'il y a toute une scène où Harry et tout le monde se dit « Mais attends, quoi? De quoi il parle? Qui? Mais là, il y a Sirius. C'est quoi ce chantier? En fait, il y a des réflexions qui se font dans la tête d'Harry pour essayer de comprendre pourquoi Lupin, d'un coup, les désarme eux et étreint Sirius. C'est vrai que ça peut porter à confusion, quoi. Et justement, cette scène rend Hermione furieuse parce qu'après tout, comment est-ce que Lupin peut faire ça alors qu'elle, elle était au courant et elle n'a rien dit? En fait, cette scène, ce chapitre, il est plein de... Enfin, c'est fait exprès, c'est pour nous teaser, en fait. Mais il est où? Mais on se demande de qui il parle. Et là, Hermione, elle dit, ouais, j'avais un secret, je l'ai rien dit, je croyais en vous, etc. Et lui, Harry, il sait pas de quoi il parle, mais il l'a rejoint dans cet accès de fureur aussi. Il croyait que Lupin était son ami. Lupin répond que pendant 12 ans, il n'était pas l'ami de Sirius, en effet, mais que là... Et là, Hermione lâche la bombe. C'est Lupin qui a aidé Sirius à accéder au château. Il veut aussi tuer Harry parce que c'est un loup-garou. Werewolf. Oh. Lupin répond à Hermione que seule une de ses affirmations est vraie. Effectivement, c'est bien un loup-garou. Et là, Ron a l'une de ses meilleures interventions de la saga. Il se lève tant bien que mal et lance un « Arrière, loup-garou !» Autant dire que ça passe. C'est pas son meilleur moment, quoi. Il n'y a aucun effet. C'est aucun effet en plus, je pense. Ça aurait été drôle dans le film. Hermione raconte à Lupin qu'elle est au courant depuis le cours de Rogue sur les loups-garous. Et en effet, c'était bien le but de Rogue en donnant ce cours, c'est que quelqu'un fasse mais en fait, Lupin, c'est un loup-garou. Ouais, c'est Bruce Rogue. Hein. Ouais. Et Hermione se sent coupable parce qu'elle se dit que en fait, rien de tout ça ne se serait passé si elle avait dit à tout le monde ce qu'elle savait sur Lupin. Lupin lui apprend que les professeurs sont au courant, que Dumbledore l'a recruté en connaissance de cause. Harry l'accuse alors d'avoir aidé Sirius à accéder au château. Lupin décide alors de distribuer les baguettes à leurs propriétaires. Ainsi, ils étaient armés et peut-être plus prompts à l'écouter. Ah, merci Lupin. Ouais. On va enfin tout savoir. Harry se demande alors comment il a-t-il pu savoir que Sirius était ici s'il ne l'a pas aidé depuis le début. Harry apprend que Lupin s'est aidé de la carte du maraudeur, dont il est lui-même un des co-auteurs, puisque c'est Lunar. Alors là, on l'a souvent dit, mais c'est là où on quitte les informations qui sont données par le film, parce que Lupin, dans le film, ne dit jamais ça. Oui. Et le film n'est jamais clair sur le fait que sur les maraudeurs, Lunar et non, Lupin, c'est vrai. et que les maraudeurs ont créé la carte du maraudeur. Non, on sait rien sur ça. Ouais. Et peut-être, je pense que vous avez écouté les épisodes précédents avant d'écouter celui-là, mais je sais qu'il y a des auditeurs qui n'ont pas lu les livres, qui les découvrent avec nous, qui ont vu par exemple que les films. Et donc voilà. Donc là, ils apprennent maintenant que Lupin. Peut-être pas est maintenant parce qu'on l'a maraudeur, déjà et dit, oui. mais sauf si quelqu'un de ce type-là, le profil où j'ai vu les films et je n'ai pas lu les livres, et peut-être qu'il tombe sur ce chapitre-là, peut-être qu'il découvre ce podcast avec ce chapitre-là, et ils vont très certainement apprendre que les maraudeurs, c'est Lupin, Sirius, etc. James Ouais. et que de verre. Ouais. Lupin était sûr que le trio allait s'échapper du château pour aller voir Hagrid avant l'exécution de Buck. Et même dissimulé avec la cape d'invisibilité, Lupin pouvait suivre Harry. Et c'est alors qu'il s'est aperçu que quelqu'un d'autre les accompagnait. Tout d'abord, il pensait que cette présence était due à une erreur de la carte, mais non. Lupin demande alors à Ron de voir le rat. Selon lui, tout tournait autour de lui. Sirius Black leur apprend alors que ce n'est pas un rat. C'est un animagus, et il s'appelle Peter Pettigrew. Merci Marina pour ce chapitre rocambolesque. Merci Jérémy. Et merci à toi Jeff de nous avoir
accompagné. Même si ce chapitre aurait pu être résumé en 2 lignes, en fait. Si Sirius avait été clair depuis le départ. Oui, oui. Oui, Je suis innocent. Ton rat, boum, c'est un animagus. Peter Pettigrew, boum. Oui, puis il y a eu cette volonté, je pense, assez claire de J.K. Rowling de prendre son temps à ce moment-là, parce que clairement, ce qui se passe dans ce chapitre et ce qui se passe dans le suivant, avec ça aurait pu être un seul chapitre. Et elle a décidé de compartimenter les actions et de jouer un peu sur le big reveal en fin de chapitre. Ce qui fait que c'est un chapitre assez court par rapport à d'autres, par exemple, en termes de quantité. Mais même là encore, on sait que si on découvre petit à petit le livre, c'était la première fois, ok, donc ce n'est pas un rat, c'est un animagus, ok, mais qu'est-ce que ça change au fait que tu sois innocent ou qu'est-ce que ça apporte à Harry? Il faut attendre le prochain chapitre. C'est ça. Oui, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, à ce moment-là, tu lis le livre pour la première fois ou tu l'écoutes pour la première fois, tu ne peux pas poser le livre. Et pourquoi un homme se cache en rat durant des années? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Franchement, avec le twist Quirrell, serviteur de Voldemort dans le premier film, parce que j'ai découvert Harry Potter par les films, Quirrell, c'est mon meilleur twist de cinéma. Et je crois que Croutard, c'est mon meilleur twist de littérature, quoi. Moi, je sais pas, par rapport au film, je réfléchis en même temps que tu dis, et je trouve que Rogue, c'est un gros twist aussi, quand même. Oui. Le fait qu'il était agent double. Non, je sais pas, parce que le fait que, comme j'avais pas encore lu tout le livre, et le fait que quand on le voit au début du 6, tu te dis, ah bah ouais, finalement, ouais, Rogue, côté du mal. Et après, t'as ce rebondissement à la fin, tu te dis, ah ouais, quand même. Ah oui. Waouh. C'est quand même un... Ouais. Moi, je m'y attendais pas. Ah, mais pour beaucoup de monde aussi. Mon rapport, personnellement, il est peut-être un peu différent parce que j'étais vraiment à fond dans Harry Potter à la sortie du 5, 6, 7 en livre. C'était la folie. Et j'ai passé mon temps entre la sortie du 6e tome et le dernier, à parler et à théoriser sur Harry Potter. Et quand même, la théorie principale, c'était que Rogue était un agent double. C'était quelque chose dont on parlait tout le temps. Ouais. Et on n'en était pas 100% certain. Mais du coup, quand c'est arrivé, c'était une confirmation de tous nos doutes. Que le schéma dans l'école des sorciers, parce qu'on soupçonne Rogue et en fait, il protège la pierre philosophale, ce n'est qu'une métaphore de tout ce qui se passe sur toute la saga. On en était presque sûr et en fait, c'est venu confirmer. Donc, ça n'a pas été un twist à proprement parler. Par contre, plus tard, là, moi, je me le suis pris en pleine figure. Mais même Folloy, je me dis, ah oui, Croutard, c'est clair. Mais même Folloy, je me dis aussi... carrément. Folloy, moi, je m'y attendais pas. Hein. Ouais, carrément. Et nous passons au renommage de chapitre. Faut vraiment qu'on trouve un jingle pour ça. Les auditeurs le demandent. Après ça nous fait nous 10 000 le réclament. Jingles. Si, il y avait déjà les jingles de l'interview. Ouais, alors ça, par contre, faut qu'on le fasse. Non, renommage de chapitre aussi, je vois bien un truc renommage de chapitre, un truc comme ça avec une petite musique mystérieuse. Ok. Avec la voix bon, non, c'est pas... Ouais, c'est ça. Non, ok, bon, c'est une décision qui est refusée. Non. Ok, dans les hautes instances. Ça demande je ravale ma proposition. Ça demande du travail. Retourne dans le temps. Jeff, est-ce que tu as une proposition à nous faire? J'ai 2 propositions, une version courte, une version longue. Donc, première version, ça donne féroce, chafois, mort au rat. Ok, ouais, ça va. C'est nul. Non, c'est sympa. Bah ouais. Et la deuxième version, c'est humeur de chien, mais malin comme un félin, ou fait comme un rat. Pas mal. Il y a le sens du jeu de mots, là. Et toi, Jérém? Moi, ce serait court. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 17, Twist and Shout. Pour ceux qui aiment les Beatles. Parce qu'il y a un énorme twist et que ça crie beaucoup quand même. Ça shout beaucoup dans ce chapitre. Oh, mais pourquoi tu fais comme ça quand tu dis shout? Shout. Twist and shout, come on, my baby now. Et toi, Marina? Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 17. La vengeance est un plat qui se tease. Oh. Est-ce que je viens d'inventer?
Et ouais, ça s'appelle le talent. Ça s'appelle la pro. Drop mic. Et est-ce que vous avez eu un personnage préféré dans ce... Ou en tout cas, un personnage qui vous a plus marqué dans ce chapitre? Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir tous les trois le même. Ah ouais, Lupin? Eh bah... Ah bah non. Ah non, moi, c'est pas ton. Si. Bah, non, attendez. non. Attendez, à 3, on dit tous en même temps son personnage préféré. Ouais. 3, ce que j'allais dire. 2, 1. Pataron. Alors vas-y Jeff, pourquoi Lupin? Lupin, ben, je sais pas, je trouve que il arrive. Bon, c'est vrai qu'il arrive un peu à la fin, mais il arrive, il essaie de reprendre la situation en main, et je trouve que je sais pas, il est là, il arrive, il dit, il essaie de prendre les choses en main, d'essayer de dire calmez-vous, on va se calmer, on va s'asseoir. Arrête de teaser, ça suffit maintenant. Voilà, ça suffit. Le Maintenant, lecteur attendre. Non mais je vais la voir. Non mais calme-toi, on va boire une tasse de thé, on va parler un peu parce qu'il y a plein de choses à dire. Et ouais, je trouve qu'il réagit assez rapidement parce qu'il voit dans la carte du maraudeur Harry, Hermione, Ron et Peter Pettigrew. Bon, d'accord. Attends, vite, on va aller dans la cabane hurlante, et tu vois, il réagit assez vite, je trouve, et ouais, franchement, franchement, je pense qu'à ce moment-là, on se dit, s'il n'y avait pas Lupin, bah, qu'est-ce qui serait passé, quoi. Ouais, c'est vrai. On y sera encore là, je crois. Il sauve encore. Il sauve encore la situation. Mais ça me fait trop rire de l'imaginer venir avec du thé et des petits biscuits. Attendez, parce que ça va être un peu plus... Calmez-vous, les enfants, on va parler. Il faut qu'on parle. Allez, à chacun, hop. Bernard Giraudot, c'est ça plutôt une pizza. Hein. Ah oui, pour l'accent italien. On va parler d'une pizza. J'ai ramené les spaghettis. J'ai mozzarella. Oh mon dieu. Et toi, Marina, c'est pas ton... Pataron Ouais, pas ton rond pour nous deux. Wow, vas-y, vas-y, Marina, vas-y. Bah, je sais pas, d'ailleurs, il se fait déjà injustement maltraité déjà, donc ça a touché mon petit cœur. Et puis, non, j'aime bien parce que il est très intelligent, cet animal. Déjà, il arrive à intégrer le fait que pour passer sous le cogneur, il faille appuyer sur un nœud du tronc. Et puis ensuite, il voue une loyauté à Sirius qui est assez belle, en fait. Ouais, il est prêt à mourir pour lui, à le protéger. Ouais, moi j'avais clairement l'image de Pataron en train de protéger. C'est assez drôle quand même. Ouais. C'est ça, et pourtant, je pense qu'il aime Hermione et tout. C'est sa maman. Mais en même temps, elle doit découvrir la vérité. Et pour découvrir la vérité, il est prêt à se sacrifier. Je trouve ça très beau. Ouais, bah, t'as tout dit. Pataron, MVP pour moi aussi. Oh. Eh bien, il est temps de passer à la volière avec les hiboux sonores qu'on a reçus de la part des auditeurs. Et nous allons passer au premier hibou qui a été envoyé par Ludivine. Bonjour Jérémy et Marina, c'est Ludivine. Je vous envoie ce petit hibou sonore suite à l'écoute de La fuite de la grosse dame. Vous parliez de Peter Pettigrew et de Pataron. Donc, moi je me suis fait une petite réflexion. Si les personnes qui peuvent se transformer comme Peter Pettigrew se font croquer pendant qu'ils sont en animal. Donc, ma question est, est-ce que les animagus, lorsqu'ils meurent, est-ce qu'ils redeviennent humains, ou est-ce qu'ils restent animal et meurent dans l'incompréhension? Parce que j'ai pensé aux loups-garous. Les loups-garous, quand ça meurt, ça se retransforme en humain. Pourquoi les animagus, quand ça meurt, si ça meurt en animal, hein, bien sûr, pourquoi est-ce que ça ne redeviendrait pas un être humain? Donc on aurait eu la preuve que Peter Pettigrew était croutard s'il était mort sous les pattes de Pataron. Voilà. Donc chez moi il fait super chaud, hein.
je suis à La Réunion. Bon, je me la pète un peu. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie tout le soleil que je peux. Je sais que vous êtes en hiver. Voilà. Et je vous fais des gros bisous. Et puis, à très vite. Et puis, j'espère que je vous ai bien fait cogiter. Bye bye. Merci Ludivine pour ton hibou. Et oui, je te confirme, tu te la pètes un peu. Non, je plaisante. Merci pour la photo du coucher de soleil, en tout cas, de la Réunion. C'est très sympathique. On prend toute la chaleur que tu peux nous apporter et tout le soleil. Je veux du soleil. Pardon. Je veux du soleil. Ouais, moi aussi, j'avais ça. C'est une sémilla, non, c'est ça? Non, c'est pas ça. Je sais pas du Non, tout. bref. Si un animagus meurt sous sa forme... Moi, j'ai cherché, il n'y a pas d'information officielle, sauf erreur de ma part. J'ai une théorie. S'il meurt sans être trop blessé, il redevient humain, mais par exemple, s'il meurt en étant croqué, il restera dans l'estomac de la personne qui l'a croqué, tu vois. Ouais, je sais pas. Parce que par exemple, s'il se fait croquer par Patan, Ouais. il se fait croquer, avaler et tout, là, du coup, ce qu'il en reste, c'est des restes Oui, c'est vrai que la question peut se poser. qui restent, pas des restes... Parce que t'imagines, si c'est des restes humains, finalement, qui sont dans l'estomac du chat, ça le fait exploser. Enfin, peut-être que je pars un peu trop loin. Là, j'ai la scène dans vois la tête, là. Tu vois? Ah, c'est horrible. Alors, dans ce cas-là, je me dis que du coup, le peu qui reste animal, mais que si jamais il mourait en étant un peu blessé, il se transformerait en humain. Mais après, comme dit Ludivine, oui, si jamais il avait été tué et puis il avait repris sa forme humaine, certes, on aurait vu qu'il était toujours vivant et qu'il avait camouflé sa mort, mais en fait, ça n'aurait pas prouvé l'innocence de Sirius Black pour autant. Ouais, moi j'étais parti sur l'idée plus que si tu meurs en animagus, tu redeviens sorcier. Parce que finalement, ta forme animale, c'est une forme... c'est un camouflage. Ta réelle forme, c'est un sorcier humain. Ouais, mais du coup... Mais là, avec ta scène là, de oui. Patenron qui avale... oui. J'ai pas envie que ça soit vrai, ça. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai pensé à un exemple. Enfin, en fait, c'est lié et pas lié en même temps. C'est-à-dire qu'on a l'exemple de Croupton Junior, on en parlait tout à l'heure, qui métamorphose son père après l'avoir tué en un os unique. Mais c'est uniquement après l'avoir tué. Oui. Donc du coup, ça nous avance pas plus que ça. C'est-à-dire que métamorphoser un corps, c'est ok dans le monde de la magie, mais par contre, je sais pas si c'est ok. Je sais pas si c'est accepté possible, dans en tout les cas. mœurs. Je pense Non, pas. c'est ok. La magie noire. Non, voilà. Mais T'as pas enterré ta mère, tu l'as transformée en quoi? Ah, en chien empaillé? Ok. Mais écoute, jette déco comme un autre. Non, mais du coup, j'ai changé d'avis. Du fait de ton exemple de Patenron qui avale Croutard, j'ai pas envie que un animagus qui meurt sous sa forme animale redevienne sorcier. J'ai pas envie de ça parce qu'il peut y avoir des accidents. Bah oui, c'est ça. Mais moi, je posais une question. Comment on sait que les loups-garous deviennent humains quand ils meurent? Je sais pas d'où vient cette information. Après, ça me semble assez logique quand même, parce que le loup-garou, pour le coup, tu es uniquement loup-garou à la pleine lune. Mais même si tu meurs sous ta forme de loup-garou, je pense qu'au lever du jour, tu redeviens sorcier. Ouais, je suis bête. T'imagines, tu prends la forme d'un poulet quand t'es animagus. Par mégarde. Vas-y, continue. Par mégarde. Mais déjà, ce que je trouve fou, c'est que quand tu es animagus, il peut vivre très longtemps. Ouais. Déjà. C'est assez fou quand même. Le rat, il vit 12 ans quand même. Mais parce que c'est pas un vrai rat, en fait, ça reste un sorcier qui se camoufle, qui est camouflé sous l'apparence d'un rat. Ouais, mais c'est ça, mais ça veut dire que la métamorphose, elle n'est pas 100% animale au niveau de sa... Non, c'est de la magie. Donc c'est vrai que ça se pose la question, est-ce que il reste un animal ou un être humain? Moi, j'aurais voulu penser que tu restes un animal quand... Mais c'est vrai que... J'espère pour l'estomac de Patenron. Ah ouais. Dans un univers parallèle. J'allais... Et toi, c'est quoi le poulet là? Bah non, j'imaginais, mais non, mais ça marche pas. Si tu manges de la viande et tout, il finit en poulet rôti, mais non, et ça serait transformé avant. Non, et je suis partie hyper loin. Pardon. Oui, parce que ça reste automatique. Enfin, je pense que c'est au moment de la mort. Donc, oui, le coup des chicken wings une semaine plus tard à McDo, ça marche pas. Un gros problème à KFC. Ou à lapin.
Donc oui, Ludivine, tu nous auras bien fait cogiter, ça c'est sûr. Allez, on passe au prochain hibou sonore qui est signé Yuna. Salut la fréquence, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier pour votre podcast parce que il m'aide beaucoup, il m'aide à m'endormir, à pas prendre trop de temps à faire les choses. Et ma question c'est, est-ce que vous savez, est-ce que c'est quand même étrange ce que voient les moldus quand les sorciers passent le mur 9/3/4. C'est parce que ils les voient disparaître comme ils le font, ou ils les voient pas tout court. Enfin voilà, je comprends pas trop. Donc voilà, si vous pouvez me répondre, bah voilà. Si vous pouvez pas, c'est pas grave. Bon, continuez bien et merci. Merci beaucoup Yuna. Alors que voient les moldus quand les sorciers traversent la voie 9/3/4 ? Moi je serais plutôt d'avis à dire que ils ne se rendent pas compte, parce qu'il y a souvent ce credo dans Harry Potter où les moldus ne font pas attention au monde qui les entoure. Les sorciers sont là, la magie est autour d'eux, mais ils ne se rendent pas compte tout simplement, quoi. Surtout les moldus qui sont à la gare de King's Cross, ils sont dans leur quotidien, ils sont là pour aller au travail, ils font pas gaffe aux gens qui les entourent. Et ça c'est vrai, hein, je sais pas si dans notre vie moldue, je pense que c'est le cas aussi. On n'est pas là toujours à soucier de ce qui se passe autour. Il y a une expérience sociale qui a été faite sur anecdote qui n'a rien à voir avec Harry Potter, mais qui, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, où on ne fait pas attention aux choses quand, par exemple, on est pris dans le chemin pour aller au travail ou autre. Il y a un violoniste réputé mondialement qui est venu jouer dans le métro pendant 45 minutes en tant qu'anonyme. Il n'y a que 3 personnes sur 45 minutes, même pas, qui se sont arrêtées sur même pas 1 minute, et il a peut-être recueilli 1 euro, alors que ces places se vendent pour une centaine d'euros dans le monde entier. Que les gens accourent pour le voir, et dans le métro, les gens font pas attention à la beauté de sa musique. C'est fou, enfin, je trouve ça triste, une triste réalité, quoi. Non, c'est un bel exemple de ce que j'essayais de dire. Ouais. Alors après, il y a quand même un côté un petit peu abusé, sachant que ça doit être assez dingue le nombre de gens qui doivent traverser cette barrière à la même heure, le même jour, au même moment quand même. Dans Harry Potter, on a l'impression, dans le premier, quand il y a les Weasley qui arrivent, ils sont seuls au monde, alors que ça remplit quand même toute une locomotive derrière. Donc en vrai, si c'était vraiment cohérent, les gens traverseraient la barrière les uns derrière les autres. Ouais, t'as une file d'attente. Ouais, il y aurait une file d'attente, etc. Donc ça, c'est le côté un peu cheaté. Voilà, on va pas trop être regardant là-dessus. Mais en vrai, tout ce qui est à retenir, c'est que les moldus ne font pas assez attention, effectivement. Donc ça serait ma réponse. Et même les gens, en vrai, font pas attention. Moi qui suis malvoyant, je me trouve beaucoup avec des gens qui disent ouais, mais fais attention, là, tu vois pas ou quoi? Ah, tu vois aussi. Ouais. Non, c'est vrai, hein, c'est vrai. Mais j'ai ouais, t'as raison, j'y vois rien. Je peux, bah ouais. Bah oui. Chacun est dans sa bulle et on fait pas gaffe aux autres. On est individualiste et ouais, tout à fait. Nous passons à hibou sonore de Jessica. Salut Marina et Jérémy. Alors je vous fais ce hibou sonore pour réagir par rapport à une remarque que vous faites dans le dernier épisode de La Fréquence sur l'utilisation de la poudre de cheminette par les élèves pour téléphoner à leurs parents plutôt que les hiboux. Et pour moi, ça vient du fait que ce sont des adolescents et que ça voudrait dire qu'ils devraient appeler leurs parents dans la salle commune, donc avec tous les autres élèves autour. Donc c'est quand même assez contraignant, voire la honte devant ses potes de devoir appeler ses parents comme ça, tout le monde entend. Et sinon, ça voudrait dire qu'ils devraient attendre que tout le monde aille se coucher, donc tard. Et pour moi, les parents, ils vont pas appeler leurs enfants trop tard, sachant qu'ils sont à l'école. Non mais je faisais la réflexion que c'est trop marrant, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous envoient des hiboux pendant qu'ils sont en voiture. Oui, on entend les clignotants. Je suis en train de me faire la réflexion. Je peux dire qu'il pleuvait là. On entend les essuie-glaces. Ouais. Non mais c'est marrant, je les imagine et tout. Et même, je peux dire, elle est en train de se garer. Je peux même dire où se trouvait la voiture. La ville. De quelle couleur elle est.
Merci Jessica pour ton hibou en tout cas. Alors ouais, en effet, je pense que la poudre cheminette, c'est pas le meilleur moyen de communication pour parler discrètement avec sa famille ou ses amis. Donc je pense que c'est pour ça, ouais. Et puis ça se trouve c'est assez coûteux, enfin on connaît pas, mais je sais pas. Non, je sais pas pense. si c'est beaucoup Ah, la utilisé poudre. Ouais. Ah oui. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on en avait parlé dans un précédent épisode et c'est un argument qu'on n'avait pas relevé, en fait, le fait que, bah, effectivement, si tu appelles quelqu'un, enfin, si tu communiques avec quelqu'un dans la salle commune, eh bah, c'est une salle commune où il y a plein de gens. Et, ouais, après, ça dérange pas les moldus dans le métro de faire des FaceTime sans écouteurs et qu'on entende toutes les conversations à 8h du mat avec leur maman Josette. Hein, désolée, je dénonce. Après, je viens de penser qu'il y a un sortilège. Il n'y a pas un sortilège qui empêche qu'on entende ce qu'il y a autour de toi. Alors, on Vous voyez sait ce que qu'il y je veux dire a Assurdiato. Mais Assurdiato, ça va gêner, en fait, les autres, en fait. Ça va faire une espèce de... Ouais. C'est dans peut-être tes oreilles. abusé quand même. Après, il y a peut-être un sortilège qu'on ne connaît pas qui va t'isoler acoustiquement des autres. Oui, c'est possible. Après, ça veut dire que il faut que tu réquisitionnes la cheminée pendant ta conversation, quoi. Ouais, c'est ça. le oui. coin Non, mais cheminée non. pour ta conversation. Ouais, mais dégager les clairement, premières années. Ça dégage. Non, c'est vrai qu'il y a un vrai souci à ce niveau-là. Je pense que Jessica a entièrement raison. Ouais, c'est un peu la teon, quoi. Genre, il y a maman dans la cheminée, quoi. Oh my god, là tu viens de prendre 10 ans. Il y a Mams. Il y a Mams dans la cheminée, c'est la teon. Oh my god. Moi, je suis un John. Je suis pas un boomer. Oh my god, c'est pas possible. On en rigole, mais on est quand même à rechercher sur Google certains termes qu'on voit sur les réseaux sociaux parce qu'on les comprend pas. Hein. De langage. Genre quoi? Pour que je par sois exemple, avec vous, ratio, on comprenait pas. Genre pourquoi les jeunes parlent de ratio? Il n'y avait pas grand-chose à comprendre. Hein. Non, mais parfois, c'est pas utilisé de la manière logique. Je comprends pas. Et c'est quoi du coup ratio? Alors, en fait, Alors, quand les personnes commentent ratio sous une publication, notamment sous un tweet, je passe pour une vieille, les jeunes qui nous écoutent, ils vont se foutre de J'ai moi. envie de mettre une petite musique de classique, tu sais, d'explication professorale. En fait, ça veut dire que tu as trop de likes par rapport à ton nombre d'abonnés. C'est ça? Ouais. Et donc, du coup, ton tweet est nul? Non, en fait, c'est pas le nombre de likes, c'est que, par exemple, un tweet ou, je sais pas moi, un post Instagram, en fait, t'as assez peu de réactions, t'as assez peu de j'aime, mais t'as beaucoup de gens qui commentent. Ça veut dire que ton contenu, il fait un peu polémique, et en fait, il est ratio, quoi. C'est-à-dire que, en gros, c'est du caca, quoi. T'as fait ça pour te faire mousser ou pour faire parler de toi. Ce mot sur des tweets, ou pourquoi les gens font ça? Parce que le tweet, il est... Parce que, par exemple, tu vas avoir 20 j'aime et 1500 réponses. Et de là, tu dis, bon, bah, c'est un tweet qui est problématique, qui fait polémique, il est ratio, quoi, tu vois. Ah, mais ça m'inquiète un peu parce que j'ai déjà vu des tweets et je me dis, bah, c'est un tweet normal. Peut-être parce quoi. que c'était un boomer qui a essayé d'utiliser comme nous, quoi. De toute façon, c'est propre à Twitter, non? Ça. C'est pas un terme peut-être, ouais. jeune. Par je exemple, pense que c'est surtout Twitter. longtemps, Ouais, j'ai cru que l'expression claquer au sol, vous voyez, est-ce que ça voulait dire que c'est quelque chose de super bien, en fait? Mais non, c'est nul. Et moi, je dis, ah, c'est claquer au sol. Et en fait, moi, j'étais persuadée que ça voulait dire que c'était super bien. Et en fait, non, un jour, je me suis rendu compte qu'il fallait pas le dire parce qu'en fait, c'est quand tu n'aimes pas quelque chose, c'est claquer au sol, quoi. Par contre, c'est trop drôle quand tu penses que, enfin, quand ta signification à toi, c'est l'inverse de la réalité. Ça rend le truc encore plus savoureux, tu vois. C'est ça. Et attendez, mais récemment aussi, pour vous dire à quel point je deviens has-been quand même, mais ça, Jérémy me l'avait même pas dit, j'appelais la Switch la Twitch, hein, pour vous dire à quel point je commence à parler comme une vieille. Oh, je vais jouer à la Twitch. Donc voilà, c'était ma séquence auto-humiliation par rapport à mon âge. Je vieillis trop vite. Allez, sur ces belles paroles, on passe au prochain message qui nous a été envoyé par Célia. Coucou Jérémy et Marina, c'est encore Célia, je vous avais déjà laissé un audio il y a quelques temps. Je vous envoie celui-ci pour réagir au podcast de la dernière fois, donc pas celui de ce matin mais celui d'avant, où vous parlez de la carte des maraudeurs, au moment où Harry est avec Rogue dans son bureau, et que Lupin arrive et que vous dites que
que Rogue sait très bien qui est Lupin et que Lupin sait très bien qu'il est au courant. Alors moi, j'avais jamais compris que Rogue savait. Justement, dans ma tête, il n'est pas au courant, quoi. Il ne sait pas qui sont les maraudeurs et il n'a jamais su. Du coup, j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment vous en êtes arrivé à cette conclusion qu'il savait. Voilà, merci, gros bisous et merci encore à ce que vous faites. Merci Célia. Alors, ouais, je suis quand même assez convaincu que Rogue connaît les surnoms des maraudeurs parce que ce qui se passe quand même dans ce passage-là, c'est qu'il convoque immédiatement Lupin et il lui demande s'il est possible que Harry ait pu obtenir la carte directement de ceux qui l'ont fabriquée. Donc ça, c'est juste après que la carte l'ait insulté. Donc ça sous-entend clairement qu'il fait le rapprochement entre Lunar et Lupin, par exemple. Oui. Donc c'est clair qu'il connaît l'identité des maraudeurs, il connaît leur surnom. Après, reste à savoir s'il connaissait ou non l'existence de la carte du maraudeur, ça je ne sais pas. Sans doute qu'il découvre qu'il y avait une carte, mais par contre, Lunar, Queue de Verre, Patmeul et Cornedru, il sait très bien à qui ça fait référence. En plus, j'imagine pas les maraudeurs être discrets. Non, tout le monde les appelle comme ça, je pense. Ah ouais, tu penses que tout le monde, c'était pas qu'entre eux? Ah, il s'appelle comme ça devant... Bah, on le voit bien, par exemple, dans le souvenir de Rogue, quand il se fait humilier. Ils s'appellent entre eux par leur surnom, ouais, donc je pense que par la force des choses, les autres le savent. C'est ça. Les autres, ils élèves, qu'est-ce qu'il dit? Lunar, Patmeul? Ouais, bah oui. Donc, je pense que ça sait, ils sont assez populaires. Enfin, en tout cas, James et Sirius. Ouais. En fait, même ça serait incohérent que Rogue le sache pas. Il entend bien les maraudeurs parler entre eux comme ça, donc ça serait une incohérence qu'il le sache pas. Et le texte prouve qu'il le sait parce que Lunar, tiens, je vais appeler Lupin, quoi. Il va venir s'expliquer, quoi. Donc voilà, c'est ce qui se passe dans le chapitre. Ouais. Et nous passons au hibou sonore d'Amo. Salut la fréquence, un petit hibou sonore pour déjà vous dire que j'adore ce que vous faites. Je prends beaucoup de plaisir à écouter votre podcast. Et ensuite, j'avais envie de vous proposer un petit jeu. Un jeu qui a une règle simple, c'est de trouver un élément dans l'univers d'Harry Potter qui aurait tout changé s'il ne s'était pas passé comme J.K. l'a raconté. Pour ma part, je choisis dans le tome 1 le moment où Drago Malfoy tend la main à Harry pour en faire son ami. Qu'est-ce qui se serait passé si Harry avait répondu positivement? On sait qu'il y a plein de choses qui en découlent. Du coup, Drago et Harry deviennent les meilleurs ennemis. Drago devient même mange-mort. Au retour de Voldemort, du coup, il se range du côté du mal et du coup, pour lutter contre Harry. Qu'est-ce qui se serait passé si Harry, lui, était devenu l'ami de Drago Malfoy? Drago aurait-il du coup cherché à défendre Harry ou comment ça serait passé? Voilà, je pense que c'est un élément qui aurait pu tout changer. Donc j'aimerais bien avoir votre avis un peu sur vous aussi. Est-ce que vous avez un élément particulier qui fait que ça aurait tout changé dans l'univers d'Harry Potter? Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Continuez votre émission, elle est vraiment top. Puis on attend la suite du podcast. Allez, ciao la fréquence. Merci Amo pour ton hibou. Alors moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il se serait passé si Harry et Ron n'avaient pas été sauvés Hermione du troll dans les toilettes, dans le tome 1? Ils se seraient pas réconciliés. Je pense qu'Hermione aurait été sauvée par les professeurs, mais du coup, il n'y aurait pas eu de réunion au niveau de l'amitié. Elle serait morte. Non. Oui. C'est une possibilité. Bon, non, les professeurs l'auraient sauvé quand même. Ils arrivent un peu tard quand même. Hein. Ouais, quand même. Alors, soit elle serait morte, soit qu'est-ce qui se serait passé si finalement le trio n'en était pas un, mais un duo? Ouais. Il serait mort aussi. Il serait mort. C'est ça. 1. Il serait mort. Il aurait bu la mauvaise potion. Ouais, voilà. C'est ça. Ah oui, plein de choses. Ouais, c'est ça. Ça change la donne. L'amitié du trio est très importante pour le déroulement entièrement de la saga comme J.K. l'a imaginé. Et vous? Du coup, est-ce qu'on doit partir du début de la saga ou Non, pas forcément, je pense pas. Ah, parce qu'en vrai, il y a plein de choses. Mais je sais pas. Comme ça, j'ai un peu réfléchi, mais j'aurais dit si Trelawney n'avait pas fait la prophétie à Dumbledore. Pas d'histoire. Pas d'histoire, voilà. pas de saga Harry Potter. Pas d'histoire du tout. J.K. Rowling n'est pas millionnaire. Voilà. Et nous, on aurait fait un podcast sur la poterie. Ah non, ce serait jamais rencontré. On serait pas rencontrés. On serait pas mariés aujourd'hui. Aïe.
Ouais, c'est... Beaucoup de conséquences. Oui, c'est vrai que c'est le point de départ. Ouais. Ou je sais pas, si un autre, je sais pas si... Ah, il y a tellement de choses. Il y a tellement Bah de oui, choses, en fait, mais... c'est ça, c'est Ouais, que... puis on aimerait changer des morts c'est aussi. limité. Ouais, c'est ça, je pensais à Mm. Sirius. Qu'est-ce qui serait passé si Sirius n'était pas mort Après, tu penses à des choses, mais tu dis non, en vrai, ça aurait rien changé. Genre, est-ce que Harry, s'il aurait pris la coupe, la coupe qui importe au loin, bah, il se retrouverait quand même dans le cimetière. Cédric serait pas mort, mais voilà. ça aurait rien changé. Ça aurait rien changé. Mais ouais, je sais pas, si Rogue n'aurait pas été un espion, je pense que ça aurait changé beaucoup de choses aussi. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, ça peut faire bugger tout de suite. Quand on change des choses qui sont tellement cruciales dans la saga, tout de suite, en fait, on C'est change la Toi, saga. t'as réussi à t'arrêter sur une chose ou pas? Ouais, moi j'ai un exemple assez précis, mais sur Sirius d'ailleurs, mais qui part d'une frustration de lecteur et de spectateur aussi. C'est le moment où Harry il prend la décision de contacter Sirius avec la cheminée d'ombrage dans l'Ordre du Phénix, pardon, Ah oui. plutôt que d'utiliser le miroir à double sens que son parrain lui a donné à Noël. Ah ouais, ça... Donc en fait, ça aurait évité que Sirius meure, et pour le coup, il n'y aurait pas eu d'incohérence en plus avec cet objet dans les films, parce que l'objet apparaît dans les Reliques de la Mort partie 1 sans aucune explication, parce qu'ils ont carrément zappé de le mettre du coup. Et même dans le livre, c'est un peu bizarre ce miroir, parce que Sirius lui donne, Harry, il y pense qu'après coup, parce qu'il tombe dessus après que Sirius soit mort, il essaie de communiquer avec Sirius, le fantôme de Sirius avec ce miroir, il voit très bien que ça marche pas, mais jamais il se dit pourquoi j'ai pas utilisé ce miroir. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème dans l'Ordre du Phénix. Dans le livre, c'est un vrai problème. Je me comprends pas pourquoi il est pas frustré par ça. Après, je pense qu'il est déjà assez démoralisé comme ça. Mais quand même, tu vois, c'est quand même un truc où ça part de ma frustration de me dire mais Harry, tu as ce fucking miroir avec toi. Pourquoi tu n'y penses pas? Et surtout, mais... ils reviennent jamais là-dessus. Ouais, c'est ça qui est fou. Et on revient pas dessus. Ouais. On revient pas dessus. mais je pense qu'il est frustré en vrai. Au moins quand je l'ai réécouté, parce que quand même il jette le miroir dans la valise. Oui, oui. Et ouais, peut-être qu'on s'étend pas assez, mais clairement, nous en tant que lecteurs, on se dit. Mais putain, le sentiment d'impuissance que tu ressens à ce moment-là, tu te dis, ça aurait tout changé. Ça aurait tout changé. Et en fait, c'est fort parce que ça part du sentiment que Harry veut protéger Sirius. Sirius, lui aussi, il fait ça pour protéger Harry contre Rogue et Ombrage. Et... Ah non, ce moment, il est terrible. Il est terrible. Ouais. Et c'est vrai que ouais, la cohérence. Mais ça, moi perso, je me suis beaucoup fait la réflexion et je me dis, je sais pas ce que vous en pensez, mais que quand un réalisateur fait une adaptation, ok, bon, il prend pas un élément qui sera important plus tard. Et bon, sachant qu'apparemment J.K. était là sur certaines réunions. Enfin, il lui posait la question. Est-ce qu'il y a un élément important et tout ça prochainement, enfin dans les prochains tomes. Et je me dis que c'est un peu la faute de David Yates. En plus, en plus c'est le même réalisateur. Le 5 et le 7, c'est David Yates, c'est ça. Donc je veux dire, pourquoi il n'a pas fait un flashback, un espèce de petit flashback au début de la partie 1 ? Pourquoi, tu vois, il aurait pu très bien... ça c'est vrai, je sais pas. Ouais, non, en fait, non, je m'en compte que je dis de bêtises parce que en fait, dans ma tête, je me disais, non, c'est pas le même réalisateur. Donc, il aurait pu faire ce choix de dire, bon, lui, il n'a pas inclus ça dans le 5. Bon, c'est pas grave, moi, je vais faire un petit flashback et tout. Mais en fait, c'est le même réalisateur, donc... Après, il y a le réalisateur, mais je pense que c'est à la base une erreur de script, en fait, une erreur de scénario. Après, à qui la faute? Parce que est-ce que c'est J.K. Rowling qui a un peu omis de dire que attention, n'évacuez pas le miroir parce que ça va revenir à la toute fin, ou est-ce qu'elle l'a dit et au final, comme le miroir ne sert à rien dans l'Ordre du Phénix, ils se sont quand même dit on va pas le mettre. On peut pas savoir vraiment ce qui s'est passé en interne. Et dans tous les cas, je pense que c'est un truc de fan, parce que je pense que ceux qui, par exemple, n'ont pas lu les livres et qui ont vu les films Harry Potter, même s'ils aiment bien les films, c'est pas forcément quelque chose qui les a marqués. C'est pas parce que le spectateur de cinéma, il a tellement d'informations que je suis pas sûr que ça les ait perturbés tant que ça. Alors que les fans un peu plus, on est là en mode mais qu'est-ce qui se passe? Je sais que moi ça m'a perturbé. Moi je sais que quand je l'avais vu la première fois, j'étais fan, j'avais pas encore vu les livres, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme la formation et Rémus, votre fils, t'es là mais quoi?
Tu te dis c'est du fan service et non, je suis d'accord. Moi, j'ai posé la question à certains amis, ils m'ont dit oh bah, bon, ça m'a pas choqué. J'étais là, Non, bon, parce mais qu'en fait, il se passe tellement de choses que Ouais. Harry regarde un miroir. Ah tiens, Belforce, frère de Dumbledore. Pff, voilà, il s'arrête là. En fait, l'histoire est déjà assez complexe pour, tu vois, je pense. Ouais. Et après, bon, bah, de toute façon, si on veut plus creuser, de toute façon, il n'y a pas de miracle, il faut lire les livres. Mais même dans le livre, ce miroir, il est un peu chiant, donc je l'évacuerai, ou alors je l'évacuerai dans le sens où Harry y pense. Donc comme ça, c'est bien. Le miroir n'est plus problématique, Harry y a pensé, et en plus, Sirius est toujours vivant, donc ça, c'est pas mal. Ouais. Allez, on passe au prochain. J'étais en train de boire, mais non, c'est pas le moment. On passe au prochain hibou sonore, signé Max. Bonjour la fréquence, c'est Max, donc je vous envoie un hibou sonore, car je me pose une question par rapport à Gilderoy Lockhart. On sait que Gilderoy s'est fait répartir à Serdaigle par le Choixpeau magique, mais je comprends pas ce choix du Choixpeau, car je trouve que Gilderoy, certes il était doué en magie, tout ça, mais il est quand même plus ambitieux, car il voulait tout réussir tout le temps. Il voulait avoir de la gloire, que les autres parlent de lui. Donc, je trouve qu'il a plus un côté Serpentard que Serdaigle. Voilà, donc j'espère que vous allez m'apporter une réponse ou me convaincre que Gilderoy mérite sa place à Serdaigle. Continuez comme ça, c'est trop bien. Bonne continuation et bisous à vous deux, Woody et Sirius. Ah, Woody, Sirius. Woody, tu dis quoi? Merci Max pour ta question. Alors je suis Serdaigle, je vais essayer de répondre à ta question. Alors je pense qu'en fait Lockhart c'est tout simplement un Serdaigle qui a mal tourné en fait. Parce que contrairement à ce que peut dire Ron dans le premier film, les sorciers qui ont mal tourné, ils viennent pas tous de Serpentard. Ils caricaturent quand ils disent ça. Alors je crois que c'est dans le film et pas dans le livre. J'avais déjà utilisé cette formule, je crois, dans un vieil épisode de La Fréquence. Mais je dirais que la soif de connaissance des Serdaigles peut vite tourner en soif de reconnaissance. Et une reconnaissance, peu importe les moyens. Et voilà, c'est un piège dans lequel les Serdaigles peuvent tomber. Et Lockhart en est un parfait exemple, en fait. C'est un Serdaigle qui a mal tourné. Et comme il y a des Serpentards qui sont très bien, eh bien, il y a des Serdaigles qui sont très mauvais, en fait. Et ça s'accorde un peu à toutes les maisons. C'est pas binaire, c'est pas manichéen, en fait. Donc, c'est pas parce qu'on est à Serdaigle qu'on est quelqu'un de bien. Et c'est pas parce qu'on est à Serpentard qu'on est quelqu'un de mal. Voilà, donc ça serait ma réponse. Je sais pas si Marina ou Jeff, vous avez quelque chose à ajouter. T'as bien défendu Serdaigle. Tu as tout dit. Ok, ça reste la meilleure maison, soit dit en passant. Même si on a Lockhart, ça reste la meilleure maison, attention. Hein. J'ai envie de faire, enfin c'est pas une blague, mais j'ai un truc dans ma tête et j'ai besoin de le dire. Du coup, vas-y. J'ai peur. Lockhart a besoin qu'on parle de lui, donc du coup il a un petit côté balavoine. Que les gens parlent de moi. Pardon. Mais voilà, il fallait que ça sorte, j'avais dans la tête depuis le hibou de Max. Je ne suis pas un héros ou c'est... Non, je sais pas. Qu'on verra dans la rue. Non, oui, c'est le chanteur, je crois. Ça s'appelle le chanteur. C'est le chanteur, je crois. Je suis Gilderoy Lockhart, je veux qu'on C'est écoute. lent, c'est l'épisode de Boomer. On a perdu notre audience des jeunes de 15-25 ans. Allez, on s'en va, c'est bon. Je veux qu'on me lise. Moi, je me posais la question, un mauvais Gryffondor, qui ce serait? Justement, par rapport à ce que tu disais, Jérémy. Quel personnage un héros mauvais Gryffondor qui aurait mal tourné. Un héros qui en fait des caisses. Quelqu'un qui... Non, qui crée des catastrophes ouais, pour le réparer ensuite. Qui veut sauver le monde, mais qui est en fait en train de le détruire. Ouais. Mais du coup, on n'a pas ça dans... Ça serait un pompier pyromane, tu vois. Enfin... Ouais. Un pompier la pyromane. saga, tu vois, on n'a pas forcément. Non, ou quelqu'un qui veut tout... Enfin, qui veut faire trop le bien autour de lui, et en fait, il embête un peu les gens. Tu vois, c'est... Non, mais en fait, laisse-nous tranquille. J'ai pas besoin d'être sauvé, arrête. Ouais, il y a des gens qui ont ce syndrome, c'est vouloir sauver à tout prix d'autres personnes.
Quitte à mettre leur vie de côté, donc je sais pas, peut-être ça. Je sais pas. Ouais. Ou de sauver des personnes qui ont ou de envie trop d'être sauvées ou vivre qui n'ont pour pas les besoin. autres, Ouais, mais c'est de ça. pas assez vivre pour soi en fait. De donner Ouais, trop c'est de ça que je soi voulais pour dire, les ouais, autres. c'est ça. Ouais. Et de s'oublier soi-même. Ça peut être un problème des Griffons d'or. Ouais. Et sur ce, nous passons au dernier hibou sonore d'Axel. Salut Jérémy et Marina, je m'appelle Axel. Je suis en train d'écouter votre épisode sur le chapitre Le Détraqueur dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, et notamment le moment où vous êtes en train un petit peu de débattre sur Pénélope Dauclair, Hermione Granger, et le moment où elles sont pétrifiées toutes les deux dans le tome 2. Moi je me posais une question par rapport au basilic. Quand on voit la taille que ce serpent a à la fin du film, moi j'ai toujours eu du mal à m'imaginer, étant donné qu'il se promène dans les canalisations de Poudlard. Pour pétrifier, il faut bien qu'il en sorte. Vu la taille de sa tête, mais sa tête passe par où? C'est-à-dire que il sort sa tête de quel coin de mur, de quel endroit pour pouvoir pétrifier les élèves? Ça m'a toujours vachement questionnée depuis que je suis petite, et là du coup je me repose la question, donc peut-être que vous avez une piste. En tout cas, continuez comme ça, j'adore vous écouter. Salut! Merci Axel pour ton hibou. Je sais pas, est-ce qu'ils ont la capacité des félins parfois de se diminuer un peu pour passer dans les trous un peu étroits? C'est vrai que je me disais, ils passent sûrement dans les lavabos, les choses comme ça, les toilettes, mais c'est pas possible, il est tellement gros. Ou est-ce qu'il n'y a pas d'énormes plaques d'égout? Moi je pense à Poudlard. ça. Moi je pense à ça, c'est des Je pense plaques qu'il y a d'égout. d'énormes plaques d'égout à Poudlard et ils passent par là. Déjà la plomberie, on sait que quand ils ont installé la plomberie à Poudlard, ils ont pas déconné sur la taille des tuyaux. Ouais, parce c'est que clair. pour qu'un basilic ça rentre là-dedans. Ouais, c'est clair. Donc à mon avis, c'est des gros tuyaux et des grosses plaques d'égout. Mm. J'ai toujours Mais du coup, il y a imaginé- des plaques d'égout à l'intérieur du château. Bah je pense, hein, tu sais, c'est un... Ouais, mais dans les sous-sols, quoi. Enfin... Non, mais surtout pour qu'il ait réussi à se faire discret pour la bibliothèque, parce que c'est là, il apparaît là par rapport à Hermione. Donc je veux dire... Après, il y a peut-être Ginny, vu qu'elle est possédée, est-ce qu'elle elle fait pas un peu le guet pour dégager le chemin ou Bah, des moi choses je comme pense ça que l'héritier, il a une réelle importance et je pense pas que le basilic puisse faire sans l'héritier. Ouais, je et par pense exemple, qu'il est là j'imaginais pour, que effectivement l'héritier, il doit libérer des passages, un peu comme dans Among Us, il y a les vannes. Bah, c'est un peu pareil, d'ouvrir une plaque d'égout par exemple, ou d'ouvrir, je sais pas, un accès à la tuyauterie pour que le basilic puisse sortir et puis faire le guet, comme tu dis Marina, pour voir s'il y a personne, et puis guider le basilic en fait. Ouais, j'imaginais plutôt ça. Ouais. Voilà, j'espère que Axel, tu vas mieux dormir ce soir après À cette moins qu'ils aient explication des énormes potentielle. toilettes. Ah ouais. Ah, mais sortir des toilettes. Oh. C'est quoi cette odeur? Vous avez C'est quoi ces yeux jaunes? Vous avez jamais entendu les légendes urbaines comme quoi faites attention parce que dans les égouts il y a des serpents qui ont été abandonnés, qui remontent dans les toilettes des villes et tout ça? Vous avez jamais entendu Tu peux choper le ver solitaire, non, mais les il légendes rentre comme urbaines, ça. comme quoi un mec ou une fille était sur un toilette et se fait mordre les fesses ou autre par un serpent quoi, qui Mordre remontait. le cul. Vous avez jamais entendu cette légende urbaine? Bah, Non, Ok. l'avertissement d'attention, on va te mordre des fesses. La prochaine fois que j'irai à la selle, j'y penserai, Marina, merci. Bah non, mais dites-moi si vous avez déjà entendu cette légende urbaine, comme quoi dans les égouts il y a des crocodiles et tout, Oui, ça, oui. des serpents, mais des serpents mais c'est pas possible en plus que les serpents remontent par les canalisations, donc c'est vraiment des légendes urbaines, mais je suis pas la seule. De toute façon, comme j'ai vu, j'étais pas la seule à avoir imaginé le bourreau torse nu, donc. Ah oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça, oui. Ah oui, ça c'est vrai que... You touch my tralala. My ding ding dong. Ouais, Ça a plu, je le refais. Et voilà pour cette volière. Merci à tous pour vos hiboux. C'est toujours un régal de vous lire et de vous écouter. Si vous nous avez envoyé votre vocal à partir du 20 février par mail ou sur les réseaux,
sachez qu'il n'est pas encore passé en revue, donc ça sera peut-être pour la prochaine fois. On marche comme la CPM maintenant. Ouais, on met des délais, on marche comme l'administration. C'est ça. Et en plus, pour tout vous dire, quand on a préparé la volière sur cet épisode, on a eu du mal à évacuer les hiboux parce que... Arrêtez d'envoyer des hiboux qualitatifs. Ils étaient tous intéressants. Voilà, donc ce qui fait que plus on en prend et moins on en jette, et bah plus les délais s'allongent un peu. Arrêtez d'être intéressant, s'il vous plaît. Ça va pas, ça. C'est ça. Mais on tenait quand même à faire un coucou au passage à Justine qui nous a envoyé plusieurs hiboux et des créations sonores qu'elle nous a envoyées par mail. Et là, pour le coup, on ne les a pas diffusées sur cet épisode, mais on tenait quand même à lui remercier parce que ça nous a fait super plaisir. Donc justement, pour candidater à la volière, on vous invite à nous envoyer votre message vocal d'1 minute environ, n'est-ce pas ? En message privé sur nos réseaux Facebook, Twitter ou Instagram, ou bien par mail à l'adresse fréquence934@gmail.com. Comme d'habitude, si vous souhaitez garder le contact avec nous entre les sorties des podcasts, n'hésitez pas tout simplement à nous suivre sur ces plateformes, mais aussi à rejoindre le groupe Facebook et notre serveur Discord pour aller un peu plus loin et discuter avec d'autres auditeurs. Les différents portes au loin sont disponibles en description. D'ailleurs, si ça vous intéresse aussi de candidater pour participer à une future émission, tout se passe sur le serveur Discord. On vous invite donc à le rejoindre si ce n'est pas encore le cas. En plus, il s'y passe pas mal de trucs, l'ambiance y est super sympa, donc vous êtes toutes et tous les bienvenus. Bon Jeff, on espère que t'es pas déçu d'avoir candidaté, que t'es pas dans le regret là. J'espère que t'as passé un bon moment. Un super moment et je suis triste qu'il se finisse. Oh. Mais je suis super content d'avoir passé ce moment avec vous deux. En plus, c'était un chapitre assez court. Donc, ça va être un épisode un peu plus court que d'habitude en plus. Mais les invités qu'on a déjà reçus pourront peut-être revenir aussi. Hein. Donc, c'est vrai qu'on a déjà une liste d'attente. Il y a beaucoup qui nous disent si jamais vous avez besoin, un jour on est là. Oui, mais peut-être qu'un jour on arrivera un peu au bout des candidatures et ça sera avec plaisir qu'on reviendra vers des gens qui ont déjà participé. Surtout que c'est pas les chapitres qui manquent. Ouais. Voilà. Ah oui. Il y en a 199 en tout. Et on a encore du chemin. Donc voilà, merci Jeff. En tout cas, c'était super sympa. Et puis, donc on rappelle ta chaîne YouTube, Jeff On. Je crois que tu es sur Instagram aussi. Oui. Donc, c'est Jeffon. Comment on fait ? Enfin, Jeffon doublage. Ouais, vous tapez ça, Jeffon doublage. Ok. Et si vous voulez, jeter une oreille au doublage de Jeff, franchement, c'est super quali. C'est super plaisant à regarder. C'est un bel exercice et tu le fais super bien. Donc on invite tout le monde à il était assez épaté. Parce que Jérém a regardé en premier ta chaîne YouTube et je voyais ses yeux et tout. Waouh, mais comment il fait ça? Il était épaté. Oui, le côté, la discussion entre Sirius dans le feu et Harry est assez bluffante. Il faut que je lui demande comment il fait ça. C'est fou. Je pourrais pas de faire. Harry, tu aimes bien? Ouais, j'aime bien. Puis même parce que ça me touche. Alors. Ça arrive très rarement, je pense, qu'un doubleur fasse deux personnages dans la même scène. Ça n'arrive quasiment jamais. C'est très dur. Donc. Mais vous savez, je vais peut-être me jeter des roses, mais à un moment, on m'appelait l'homme aux 1000 voix. Oh. Alors vas-y, François Hollande, s'il te plaît. Est-ce que tu... Ah putain, attends. C'est pas Laurent Gérard, l'homme aux 1000 voix? Non, je peux te faire Sarkozy. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, c'est la fin. Attends. Est-ce que tu peux rivaliser avec mon Gilderoy Lockhart? Non, je pense pas, sincèrement. Je me suis un petit peu entraîné en cachette et je me suis dit, non, c'est bon. La concurrence est trop rude. C'est clair. Merci Jeff et vous les auditeurs, même si vous ne commentez pas forcément, si vous n'avez pas forcément l'envie de candidater, mais que vous êtes plutôt un auditeur discret dans l'ombre, eh bien un grand merci de nous écouter, d'être fidèle à la fréquence. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être sûr de ne pas rater les épisodes qui sortent. On est disponible sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict, Google Podcast, YouTube et encore quelques autres. Et si votre appli vous le permet, des petites étoiles pour noter l'émission, ça fait toujours plaisir. Donc merci à tous ceux qui l'ont déjà fait ou qui le feront. On tient au passage à remercier Amandine qui a pris le temps récemment de nous laisser un gentil commentaire sur Podcast Addict. Merci beaucoup à toi. Et comme d'habitude, on est très heureux aussi de citer tous les tipeurs qui soutiennent l'émission au moment de cet enregistrement, à savoir Corsetilou, Camille, Yurad, Marie, Lovelax,
Mujiwara, Louison, Mademoiselle Or, Yonde, l'arithmancien, Clara, Chloé, Lumos, S, Janus, Charlotte, Mathilde, Aurélien, Kimidoc, Kali, Mathilde, Miss Bookin et Nolan. Si vous aussi vous souhaitez rejoindre cette magnifique liste et soutenir notre projet avec quelques galions, vous pouvez le faire sur notre page Tipeee dont vous retrouverez là aussi le porte-loin en description. Une dernière fois, un grand merci à toi Jeff pour nous avoir accompagnés. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour la suite des révélations avec le chapitre 18 qui s'intitule Lunar, Queue de verre, Patte molle et corne drue. À bientôt tout le monde. Salut. Bye bye.